bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Olivier Léonard. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur RDSE de l'Essonne. Vous nous direz notamment ce que vous pensez du plan du gouvernement pour la Seine-Saint-Denis, département de la banlieue parisienne comme le vôtre. Durant ces 2 heures, nous irons, et comme tous les jours, vous le savez, en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Et aujourd'hui, ce sera avec Alexandre Poussard. Et puis, allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Marie Brémaud, vous reviendrez sur les propos d'un sénateur qui ont beaucoup fait réagir cette semaine, Marie. Oui, on va parler du sénateur Jean-Louis Masson. Ce n'est pas la première fois qu'il tient des propos qui choquent. Et on reviendra sur cela avec vous dans un instant. Caroline Deschamps fait aussi partie du club aujourd'hui. Caroline, bonjour. Retour avec vous sur les réactions à l'interview d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Il y en a beaucoup. Oui, Valeurs Actuelles plus Macron égale chaud sur les réseaux. C'est explosif. Enfin, Jérôme Ravier fait partie du club aujourd'hui. Bienvenue à vous, Jérôme. Vous allez nous parler du documentaire, de votre documentaire qui sera diffusé justement après Allons plus loin. De quoi ça parle ? Ça parle de mots, MAUX, et des 35 000 maires de France qui en ont gros sur le cœur. Un sujet qui concerne beaucoup de sénateurs, on en reparlera avec vous. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur la réforme de l'assurance chômage qui s'applique dès demain. Certains la trouvent dure et même très dure. Je n'ai jamais vu ça, disent certains agents de Pôle emploi. Qu'en est-il vraiment ? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord, 7 ministres dans le 93 pour annoncer un plan d'envergure censé aider le département le plus pauvre de France. Des mesures, il y en a 23. Quentin Calmet et Jonathan Dupriez ont suivi le déplacement d'Édouard Philippe ce matin et ses annonces. Reportage. La Seine-Saint-Denis est un département hors norme. C'est par ces mots qu'Édouard Philippe a introduit son plan pour le 93. Avec un constat dressé par le Premier ministre, il y a une défaillance des services de l'État dans ce territoire. Les services de l'État ont beaucoup de mal à attirer des fonctionnaires et beaucoup de mal à les retenir. On voit donc que là où le service public devrait en principe être le plus expérimenté, le plus aguerri, si vous me passez cette expression, il se révèle souvent le plus démuni et le moins expérimenté. Principale mesure annoncée pour renforcer l'attractivité du territoire, une prime pour les fonctionnaires. D'un montant de 10 000 €, elle sera versée à un agent public après 5 ans passés à travailler en Seine-Saint-Denis. Autre annonce, des renforts en personnel dans des secteurs clés avec 35 greffiers supplémentaires, 12 magistrats et 50 officiers de police judiciaire. Le gouvernement entend améliorer les moyens de la police et de la justice. Qu'il s'agisse de la délinquance du quotidien, de la lutte contre les stupéfiants, également d'ailleurs de la criminalité économique et financière. Bref, donc il y a des priorités de politique pénale qu'il faut afficher et forcément en face, il y a des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Pour les élus du département, venus écouter l'annonce de ces mesures, le pas franchi aujourd'hui par l'exécutif est significatif, même s'il faut rester vigilant. Non, il y a une chose importante, c'est que l'État reconnaît pour la première fois, et il faut lui rendre hommage au Premier ministre et aux 6 ministres qui sont venus, que l'État est défaillant en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas ce matin un solde de tout compte, parce que quand j'examine chacune des mesures, c'est le verre au tiers plein et au 2 tiers vide. Les emplois de magistrats et de greffiers, il faut voir ce qu'il y a de plus ou si c'est des annonces recyclées. Des élus qui promettent de suivre au plus près la mise en place de ce plan dans les prochains mois et qui s'avouent déçus des annonces en matière de moyens pour l'éducation nationale, un des angles morts, selon eux, de ce plan annoncé ce matin. Allons plus loin donc sur ce sujet avec vous, Olivier Léonard, sénateur RDSE de l'Essonne, Rassemblement démocratique et social européen. C'est la signification d'RDSE. Ce plan du gouvernement, quel est votre regard ? Écoutez, je crois qu'il est indéniable, et les élus de Seine-Saint-Denis le disent eux-mêmes, que des efforts importants sont dans ce plan. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Je pense que d'ailleurs la Seine-Saint-Denis, effectivement, a besoin de services publics et a besoin de faire que le service public soit à la hauteur des enjeux. Après, j'ai une petite tendance à dire qu'il ne faudrait pas que ce soit la Seine-Saint-Denis qui soit le seul sujet concernant les problèmes en banlieue.
C'est-à-dire je suis moi-même élu de l'Essonne, dans lequel les villes les plus connues sont malheureusement peut-être Évry, Courcouronnes, comment dire, Brétigny-sur-Orge. Oui, mais Brétigny, c'est pas forcément la ville dont je voulais parler. Non, je pensais plus à Corbeil-Essonnes, qui sont des villes où on rencontre des problèmes de la même nature que ceux qu'on vient de voir ou ceux qu'on vient de citer. Et donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas oublier que les problèmes que l'on voit aujourd'hui de manière effectivement très importante en Seine-Saint-Denis, ils existent dans beaucoup de lieux en France, et je ne voudrais pas qu'on jette la proie pour l'ombre. Voilà. Concrètement, ça veut dire que vous dites, c'est bien pour la Seine-Saint-Denis, absolument. Il y a d'autres départements qui ont les mêmes problèmes, nous aussi on veut un plan ? Mais je ne sais pas s'il faut un plan en tant que tel. Je pense qu'il faut, par contre, faire en sorte qu'on fasse des choix sur le fait qu'en France, en 2020, en 2019, on a des quartiers qui sont clairement abandonnés. Et c'est vrai que dans tous ces quartiers, vous allez voir les maires qui sont quand même je dirais, en train de se battre tous les jours par rapport aux problèmes rencontrés. Dans tous ces quartiers, ils ont des besoins. Je pense à l'école, par exemple. Oui, soyons concrets, parce que vous ne dites pas un plan, mais alors exactement. Mais les écoles, aujourd'hui, vous savez combien il y a d'écoles qui, aujourd'hui, n'ont finalement que des gens dont les parents, des enfants dont les parents, si vous voulez, sont en dessus ou sous des minima sociaux. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et je pense que je ne voudrais pas qu'avec un effet d'annonce sur la question de la Seine-Saint-Denis, on oublie les problèmes qui se posent de la même nature ailleurs. Et qu'on se dise que le dossier est bouclé, quoi. À peu près, oui. C'est un peu ça. Alors, Olivier Léonard, on va continuer de parler de tous ces sujets avec vous, puisque Public Sénat vous a suivi justement dans votre circonscription, dans l'Essonne. C'est l'heure de sénateur à domicile. C'est donc vous, Olivier Léonard, que Marie Brémaud, qui est ici sur ce plateau, et Alizé Janvier vous ont suivi dans l'Essonne, à Brétigny-sur-Orge précisément, puisque c'est là-bas qu'un pari a été lancé, celui de la reconversion économique d'une ancienne base aérienne dont la fermeture avait fait perdre, vous me le confirmerez ou pas, je crois 3000 emplois. 7 ans après, le pari est-il gagné? On va en parler. D'abord le reportage de Marie Brémaud et d'Alizé Janvier. Bon, je vous emmène? On va voir tout ça? Tout ça, ce sont en fait une centaine d'hectares, une ancienne base aérienne militaire dans l'Essonne qu'il faut repenser, redynamiser. L'enjeu, c'est la création d'emplois naturellement, et puis le fait que petit à petit on montre que la Grande Couronne est capable d'accueillir finalement des choses extrêmement innovantes qui permettent demain d'amener à ce que 10 000 emplois soient créés dans les 5 à 10 années à venir. Depuis 4 ans et le départ des militaires, le sénateur tente d'attirer de nouveaux investisseurs. Bienvenue sur la base aérienne. Bonjour. On est très flattés de voir qu'une entreprise comme la vôtre a choisi de venir chez nous. L'un des locataires du jour, Mercedes, venu s'installer quelques semaines pour réaliser des essais sur piste avec ses camions. Un client prestigieux et bienvenu. On a récupéré, si vous voulez, une base aérienne où il y a énormément d'entretien, énormément de nouvelles choses pour pouvoir faire en sorte que cette base aérienne se transforme en lieu d'activité. C'est des travaux techniques considérables, des nouvelles routes, c'est vraiment des investissements très lourds. Et donc le fait de pouvoir d'ores et déjà accueillir des entreprises qui viennent se servir de ce qui existe, eh bien c'est le moyen de rentrer un petit peu de recettes pour la communauté d'agglomération. Cohabite déjà ici une boulangerie industrielle, notamment la start-up XYT qui fabrique ses voiturettes électriques. Et au vu de l'espace disponible, tout est possible. Se retrouver dans un avion grandeur nature, pouvoir dupliquer un bout de la Tour Eiffel ou plonger dans Paris en 1810. Ici, sur 20 hectares, s'étendent des studios de cinéma à ciel ouvert. Là, vous êtes dans un lieu qui accueille des tournages de cinéma, qui a accueilli déjà combien? 2 ou 3 films? En particulier l'Empereur de Paris. C'est ça. Ici, on a 20 hectares de cette nature. Ça n'existait pas en France jusqu'à maintenant. Ça a obligé parfois les producteurs à aller à l'étranger pour réaliser des films dont ils avaient besoin de décors extérieurs.
Un peu plus loin, c'est un autre voisin, le géant américain Amazon, qui a installé son plus grand entrepôt de France, 2000 emplois à la clé. Et juste à côté, ce sont les premières pommes de terre et courges qui sortent de terre. Sur 75 hectares, une quinzaine de paysans bâtissent une ferme biologique. La population parisienne est de plus en plus demandeuse de liens avec la production et aussi au niveau global d'avoir une production qui est la plus écologique possible, donc qui ne va pas traverser toute la France, voire toute l'Europe pour venir les nourrir. Donc on a aussi toute une théorie sur la récupération d'eau de pluie. Il y a beaucoup de bâtiments en création aujourd'hui, il y a les bâtiments d'Amazon par exemple, et l'objectif c'est de récupérer l'eau de pluie de tous ces bâtiments-là pour taper le moins possible dans la réserve souterraine d'eau. Une mixité de projets et d'interlocuteurs voulus et assumés pour l'élu local. Et le fait d'être capable de réunir des gens qui travaillent dans plein de domaines différents, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ici c'est quelque part l'endroit où on le perçoit le plus, puisque l'opposition qu'on peut imaginer entre Amazon d'un côté et les agriculteurs bio, eh bien finalement c'est pas forcément une opposition, c'est une capacité à organiser de la complémentarité, ce que au départ même nous n'imaginions pas. L'idée, éviter les erreurs d'aménagement du passé et redonner un second souffle à ce territoire. Donc, Olivier Léonard, on pourrait dire que c'est un pari gagné ? Je crois qu'il est trop tôt pour le dire, parce que c'est des investissements colossaux. L'État vous donne une base aérienne à 1 euro symbolique, mais vous donne la possibilité surtout de refaire tout ce qui est l'eau, les voiries, l'ensemble des mesures techniques qu'il faut mettre en place pour s'occuper de 300 hectares. Et c'est des milles, évidemment, à la communauté d'agglo. Donc il faut à la fois, je dirais, être en capacité de mettre en œuvre, je dirais, tous les travaux nécessaires à l'implantation de nouvelles entreprises, et évidemment faire en sorte, si vous voulez, que nous puissions les payer. Et quand vous touchez 15 millions d'euros en recettes de la venue d'Amazon, quasiment vous avez le double à mettre en place en termes de réseau, en termes de routes, etc. Donc c'est un peu une course contre la montre, c'est un pari, et je crois qu'il va dans le bon sens. Mais il ne faut pas crier victoire tout de suite. Mais les entreprises se bousculent, elles sont volontaires ? Alors on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir. Simplement on a pris le parti de faire un choix. C'est le choix inverse de ce que beaucoup ont fait il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est de mettre des boîtes les unes à côté des autres. Quand je dis des boîtes, ce n'est pas simplement des entreprises, c'est-à-dire des boîtes au sens littéral du terme, et donc d'organiser, si vous voulez, une ville d'entreprises avec des gens très différents. Je vous donne un exemple, personne ne le sait, mais on a accueilli la Fédération française de char à voile, qui s'est installée chez nous. Parce qu'il y a des pistes qui sont très longues, il y a une piste de 3 km de long. Les gosses s'éclatent sur la piste, je peux vous le dire. Il y a toute une série de choses qui sont, je crois, ça a été montré sur votre reportage, mais il y a aussi, je crois, toute une série de sujets qui sont pris en charge. C'est-à-dire, je pense que le backload, ce qu'on appelle le backload, c'est-à-dire des studios de cinéma, où ont été déjà... où des films ont déjà été réalisés, des films grand public, eh bien, s'installent chez nous. C'est toute une série comme ça de... Alors c'est Marie qui a tourné ce reportage. Tout à fait. Et l'enjeu, vous nous le disiez lorsqu'on a tourné ce reportage, c'est aussi de rendre attractif ce territoire qui vit encore trop à l'ombre de la capitale parisienne. Ça, c'est aussi une des problématiques, rééquilibrer un petit peu l'ensemble de l'Île-de-France. C'est-à-dire que moi, je suis assez... non pas que je sois critique, je suis même un peu scandalisé dans la manière où est traitée finalement la Grande Couronne. C'est-à-dire que l'ensemble des investissements, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais l'ensemble des investissements en matière de transport, l'ensemble, je dirais, des grands investissements nationaux ou régionaux se concentrent sur Paris en tant que tel. Petite Couronne peut-être. Et la Petite Couronne proche de Paris. Il y a le projet du Grand Paris. Justement, le projet du Grand Paris, si vous voulez, c'est un projet qui nous exclut carrément. Faut savoir que moi, pour venir ce matin, je suis venu en voiture. Je peux venir en train, je peux venir en moto, ça dépend. Mais c'est minimum 1 heure à 1 heure et demie pour venir de Sainte-Geneviève-des-Bois au Sénat. Bon, il y a un moment donné, il faut qu'on trouve des solutions pour que
à la fois on améliore les transports naturellement, mais aussi que les gens n'aient plus à se déplacer. Et qu'il y ait une vie en dehors de Paris et de la petite couronne. Exactement. Olivier, Léonard, vous restez avec nous. Je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, des sujets choisis par nos chroniqueurs. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et avec nous dans ce club, vous l'avez entendu, Marie Brémaud, Caroline Deschamps, Jérôme Rabier, bienvenue à nouveau à tous les trois. Marie, on va se pencher avec vous sur le cas du sénateur Jean-Louis Masson. Ces différentes prises de parole dans l'hémicycle lors de l'examen de loi sur la neutralité des accompagnants de sortie scolaire en ont choqué plus d'un. On va l'écouter et vous nous en parlez juste après. On pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Elle avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème. C'est comme si on prenait des sorcières ou des gens d'Halloween. Ben c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas tolérer d'être entourés par des personnes comme ça. Alors Jean-Louis Masson, il est intervenu à de nombreuses reprises durant les 4h30 de débat ce mardi pour marteler à peu près toujours le même message et pour parler tout azimut avec des propos choquants de radicalisation, de communautarisme, de burkini, de prière de rue, d'abattement rituel. Des propos qui ont choqué, y compris parmi les sénateurs. Je voulais savoir si vous aviez été choqué par ces propos, monsieur Léonard. J'étais choqué, certes, comme tout le monde, mais j'étais quand même un petit peu... Je vous le dis franchement, j'étais un peu désolé qu'un élu de la République, un sénateur, puisse tomber là-dedans, quoi. On est vraiment... ça n'a pas de sens, quoi. Alors, Michel Raison, sénateur LR de la Haute-Saône, nous a dit, lui, qu'il avait eu mal au ventre durant toute la séance, mais il n'y a eu aucun rappel au règlement ou prise de parole pour dénoncer ses propos, contrairement à 2015. Car, il faut le dire aussi, Jean-Louis Masson, il est bien connu et identifié ici au Sénat. Il est non inscrit, mais on peut dire qu'il est clairement à la droite de la droite. Et déjà en 2015, lors de l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers, il avait tenu des propos qui avaient scandalisé. Et Mohamed Merah, Koulibaly, c'est aussi, ce sont les terroristes d'aujourd'hui. L'immigration d'aujourd'hui, c'est les terroristes de demain. Sauf que tout de suite, en 2015, des voix s'étaient élevées pour condamner fermement ces propos. C'était le cas notamment de Didier Guillaume. Il était alors président du groupe socialiste au Sénat. Au nom du groupe socialiste et républicain, je veux faire un rappel au règlement par rapport à l'intervention de notre collègue Masson. Je pense que son intervention a dépassé les bornes et peut-être même les limites de la République française. Je trouve que la façon dont il a abordé la question, en disant qu'il n'y avait pas de problème pour les Italiens, pour les Polonais, pour les Portugais, mais c'est oublier l'histoire. Rappelez-vous ce que disaient les gens à l'époque sur les Rital, sur les Portos, sur les Polacs. Mais d'où ça vient tout cela? C'est pour toucher les instincts les plus vils. Tout simplement parce que ces gens-là, dans son intervention, sont des catholiques, alors que ceux qui viennent maintenant sont des musulmans. Donc là, en 2015, il y a une réaction très formelle dans l'hémicycle. Cette fois, il n'y en a pas eu. Comment on l'explique ? Alors, Philippe Dallier, qui présidait la fameuse séance ce mardi lors de l'examen de la loi sur la neutralité des accompagnants scolaires, il n'est sans doute pas intervenu parce qu'il voulait sans doute ne pas en rajouter. Cela aurait donné un peu plus de temps de parole à Jean-Louis Masson. Et une partie des sénateurs de tous bords est sur cette ligne. Mais d'autres estiment que c'est bel et bien l'image du Sénat qui a été salie, qui a été ternie. Le sénateur socialiste et vice-président du Sénat, David Assouline, dénonce des paroles racistes et injurieuses. Il a d'ailleurs saisi le bureau du Sénat pour envisager d'éventuelles sanctions. Le centriste, sénateur Vincent Capo-Canellas, également membre du bureau du Sénat, condamne, mais s'en remet avant tout au président du Sénat, Gérard Larcher. Deux observations sur les propos de Jean-Louis Masson. Évidemment, ils ont choqué. Il faudra regarder de quelle façon une suite est donnée ou pas. Mais je veux rappeler quand même que l'ordre du jour du bureau du Sénat, il est fixé par le président du Sénat. Et ce n'est pas un membre du bureau qui va déterminer l'ordre du jour. Et ensuite, il y a une instruction qui doit avoir lieu avant toute saisine du bureau. Donc je fais confiance au président Larcher pour, comme d'habitude, savoir gérer cette situation qui est préjudiciable, c'est vrai, à l'image des Sénats. Alors, le bureau du Sénat, il a été en effet saisi par David Assouline. Il se réunit jeudi prochain. Reste à savoir s'il est compétent en la matière. En tout cas, quand on regarde les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur du Sénat, elles sont au nombre de 4 et elles émanent plus du président de séance. C'est le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure avec exclusion temporaire. On en saura plus le 7 novembre, le jour de la tenue du bureau du Sénat. Olivier Léonard, il faut des sanctions, selon vous ? Je ne sais pas s'il faut des sanctions.
Et je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à ce monsieur. Il est tout seul. Il n'est pas dans 1 million de vues, plus d'1 million de vues, la vidéo. C'est pas forcément nous, ni les médias, ni vous les sénateurs, mais... J'entends. Il faut le prendre en compte aussi, peut-être que ça nécessite une réponse. Donc, il faut avoir une réponse globale, pas une réponse simplement par rapport aux propos de M. Masson. Moi, je voudrais savoir ce qu'il veut. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il veut, Masson? Il veut qu'on parle de lui. Et c'est ça la réponse qu'il faut faire. Ce n'est pas une réponse... Évidemment qu'il faut condamner, il faut dénoncer tout ce qu'on veut. Il faut d'abord dire la vérité. C'est-à-dire, ce monsieur veut qu'on parle de lui, alors qu'il n'est rien. Il ne représente rien. Il est sénateur, il est élu. Il est élu seul, il n'est dans aucun groupe. Hein, et on va lui donner une importance médiatique, même si c'est sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet. C'est pas parce que c'est sur Internet que forcément il faut que ça soit à la une de toutes les télévisions, de toutes les radios, hein, de mon point de vue, hein, je le dis. Oui, parce que les médias se sont bousculés, disons-le, hein, cette semaine. Sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Mais sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui se mobilisent sur plein de trucs. Je veux dire, moi, mes filles, elles viennent me voir, elles me montrent, je dirais, un petit film fait par je ne sais qui pour me montrer « Ah, t'as vu, papa ?» etc. Bon. Alors, les réseaux sociaux, justement, on va en parler, si vous permettez, on va poursuivre. On va continuer avec vous, Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Caroline, justement, des réactions sur les réseaux sociaux, mais cette fois, à l'interview d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Ben oui, Rebecca, car qui l'eût cru à un entretien d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles, VA pour les intimes, d'autant que l'hebdo n'a pas été tendre avec le président de la République. On se souvient notamment, Rebecca, de cette une en janvier 2018 avec un montage d'Emmanuel Macron à la voix devant une grande mosquée, le regard tourné vers la gauche et ce titre, Macron et l'islam, son silence, son aveuglement, sa stratégie, enquête sur le grand tabou du président. Alors, changement à 360 degrés ce jeudi. Tête-à-tête avec Macron, immigration, identité, les confidences explosives du président, avec une photo, cette fois-ci, d'Emmanuel Macron, le regard dur, les yeux dans les yeux. Presque diabolique. Hein. Voilà, plus de tabou donc, mais des confidences en tête-à-tête, hein, comme on ferait à un ami, sur les thèmes chers au journal. Alors forcément, Rebecca, il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux se retrouvent en surchauffe. Le hashtag Macron et Valeurs Actuelles se sont retrouvés en tendance Twitter depuis hier. Il faut dire que les unes trash de l'hebdomadaire sont depuis longtemps l'objet de l'indignation des internautes sur Twittos, et notamment pour les Twittos de gauche, pour qui Valeurs Actuelles est un hebdo d'extrême droite, comme Max Mably qui tweet en paraphrasant Fillon, qui imagine le général de Gaulle parler de résistance sur Radio Paris. Alors, du côté des politiques, comment on a réagi ? La gauche et l'extrême gauche sont évidemment montés au créneau. Manon Aubry, la députée européenne La France Insoumise, pointe du doigt le contexte. Elle écrit, chacun jugera du timing de cette interview de Macron dans Valeurs Actuelles pour en remettre une couche dans l'hystérisation du débat sur islam et immigration. Pour Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, l'objectif d'Emmanuel Macron est d'apparaître, je cite, pour un progressiste dans un journal condamné pour incitation à la haine raciale. Il ajoute valoriser un face-à-face souhaité avec l'extrême droite, mission accomplie cette semaine. Alors pour la sénatrice écolo Esther Benbassa, elle écrit « Avec Emmanuel Macron, on avait déjà le et de droite et de gauche. L'éventail vient de s'élargir avec le et de l'extrême droite. On aura bientôt tout en magasin. » Alors si on lit l'interview, il est vrai que Macron fait du en même temps, hein, quand même, faut le dire. Il dit sur la femme voilée humiliée au Conseil régional de Bourgogne que l'élu du Rassemblement national, Julien Audoul, s'est fait coincer, je cite, « Apparemment, cette femme est plus proche des milieux de l'islam politique qu'on ne le croyait. » Et puis un peu plus loin, le président ajoute, je cite, « Mon problème n'est pas la maman qui porte un voile en accompagnant un enfant à la sortie scolaire. » Ça, c'est sur le fond. Comment l'exécutif explique-t-il cette interview à Valeurs Actuelles ? Du côté de l'Élysée, Rebecca, les éléments de langage, on se doutait de la polémique, hein, ont été soigneusement préparés. Écoutez, la porte-parole du gouvernement, c'était hier à la sortie du Conseil des ministres.
Il a vocation à dialoguer à travers, par l'intermédiaire des médias avec l'ensemble de nos concitoyens, y compris ceux qui ne partagent pas de prime abord les convictions qui sont les nôtres. Et il est important qu'il se livre ainsi à des exercices de pédagogie. Alors, pédagogie, parler à tous, peut-être, mais pas seulement. À mi-mandat, Emmanuel Macron, on se voit déjà, on le sait, dans un duel avec Marine Le Pen en 2022 et entend donc se placer sur son terrain de prédilection. Le Monde a publié ce matin un article qui est très intéressant à lire sur son site internet intitulé « Entre Emmanuel Macron et Valeurs actuelles, les secrets d'un flirt » où le journal nous explique que les relations de Macron et Valeurs actuelles sont anciennes. Et il nous raconte une anecdote amusante. Lors de la remise de la Légion d'honneur à Michel Houellebecq, le président demande à Geoffroy Lejeune « Comment ça va le journal ?» « Très mal, vous nous avez mis sur la paille », répond le directeur de la rédaction en riant. Alors c'est vrai que les ventes de Valeurs actuelles ont chuté depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Hollande était un meilleur client pour eux, même si elles ont remonté bien évidemment depuis la polémique sur le voile. Alors avec cet entretien inattendu, le journal espère faire un coup éditorial, évidemment. Le choix de l'hebdo par l'Élysée est donc en fait un choix à bénéfice réciproque. Alors on verra si Valeurs actuelles a réussi son coup. Du côté de l'Élysée, il faut faire attention quand même à ce que cette interview ne fissure pas la majorité présidentielle et notamment à sa gauche et ne colle pas à la peau de Macron comme le sparadrap du capitaine Haddock. Olivier Léonard, en quelques secondes, vous avez un avis sur ce choix présidentiel d'une interview à Valeurs actuelles ? Pour parler laïcité, immigration. Traiter l'immigration et la laïcité dans Valeurs actuelles, c'est vrai que ça a une petite tendance, à mon sens, à créer de la confusion et de l'ambiguïté. Maintenant, soyons aussi honnêtes. Qui était l'invité précédent de Valeurs actuelles ? Il s'appelle Alexis Corbière. Alexis Corbière, personne ne le dit. D'accord ? Numéro 2 ou numéro 3 de la France Insoumise. De la France Insoumise. Personne n'en a fait un scandale. Pourtant, et toutes ces organisations, si vous voulez, de gauche, d'extrême gauche, qui ont, je dirais, condamné la présence de Macron dans un journal qui n'est pas interdit. On n'est pas dans un journal, on peut ne pas aimer ce journal, je suis le premier à ne pas l'aimer. C'est clair. Bon, mais on ne dit rien sur le fait qu'il y a d'autres, je dirais... opposants politiques qui vont parler à Valeurs absolument. Donc, je ne veux pas, là, défendre plus particulièrement le président de la République. Oui, mais je trouve que les journalistes, c'est pas pour vous, précisément, mais je trouve que les journalistes devraient quand même ajouter... en tout cas, je ne l'ai pas entendu beaucoup. Et Alexis Corbière est l'invité d'audition publique lundi prochain. Et je ne vais pas reprocher à Alexis Corbière d'aller répondre à une interview d'un journal qui a, je dirais, une légitimité, même si on ne partage pas du tout ses opinions. Allez, on va continuer avec vous, Jérôme Rabier. Jérôme, à 18h30, donc juste après l'émission, sera diffusé votre documentaire, Le blues des maires. Et pour ça, vous avez donc suivi des élus qui vous ont parlé à cœur ouvert de leurs difficultés. Oui, pendant un peu plus d'un mois, je suis allé voir des maires aux quatre coins de France qui m'ont un peu livré leurs sentiments. Évidemment, on est parti de la violence dont ils sont parfois les victimes, comme on en a évidemment beaucoup parlé après la mort du maire de Signes dans le Var cet été. Et j'ai notamment suivi Jean-Pierre Muselier, vous le voyez à l'image. Il a 68 ans, il est le maire de Saint-Mion dans le Puy-de-Dôme. C'est un petit village de 500 habitants. Et dans sa commune, il m'a montré comment il gérait tout finalement, quasiment tout seul. Il a un assistant de mairie à temps partiel parce que finalement la commune n'a pas les moyens de prendre quelqu'un à temps plein. Et le 9 août dernier, Jean-Pierre Muselier, il a été agressé par un habitant. Il a quand même échappé à un coup de couteau. Qu'un de ses adjoints a pris à sa place une légère égratignure, heureusement, mais ça aurait pu être dramatique. Ça a provoqué un véritable choc pour lui, pour tous les maires du département et même bien au-delà. Alors l'État a été un peu obligé de réagir après cette vague d'agression. Et Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, il a tenu à recevoir ses élus agressés. Et j'ai suivi Jean-Pierre Muselier quand il s'est rendu à cette rencontre. Regardez. J'arrive pour écouter l'ensemble des mesures qu'ils vont proposer pour la prochaine législature.
Et à l'issue de quoi, nous allons leur poser des questions et leur dire également notre mal-être. C'est surtout ça. Bonjour messieurs. Les parlementaires en charge du dossier sont également conviés. Pendant près de 3 heures, le ministre est surtout chargé de rassurer des maires parfois traumatisés. Le déjeuner, c'était quand même aussi le moyen de dire à ces maires qui ne sont pas seuls et qu'il ne fallait pas non plus inverser les rôles. C'était eux les victimes, c'était pas à eux de se cacher, c'était pas à eux d'être de côté et que donc il ne fallait pas laisser s'installer cette banalisation de ces faits-là. Pour les élus, la chose est encore plus singulière parce que c'est pas vraiment un métier comme les autres, c'est pas vraiment un métier tout court, c'est pas non plus une fonction associative, vous n'êtes pas agent de votre commune. Donc cette singularité de l'engagement électif, qui est un modèle bien français, il méritait aussi cet accompagnement bien français. Jérôme, on entend Sébastien Lecornu qui parle d'un accompagnement mis en place pour les maires. De quoi il parle exactement? Bon, vous le savez, Rebecca, puisqu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau, il y a un projet de loi qui a été voté la semaine dernière au Sénat, quasi unanimité. Et ce projet de loi, il est censé venir aider les maires finalement à assumer correctement leurs fonctions. Et justement, j'ai réalisé mon reportage au moment même où le projet de loi a été discuté au Sénat et j'ai pu voir sur le terrain tous ces petits problèmes qui viennent enquiquiner les maires et qui peuvent même finalement les décourager et provoquer la crise des vocations qui va peut-être se produire pour les prochaines municipales. Je suis par exemple allé filmer une formation d'élus, que des femmes. Eh bien, elles se forment en fin de mandat parce qu'avant, elles n'avaient pas les crédits de formation suffisants. Alors que c'est finalement au début du mandat qu'il leur faudrait cette base de formation pour pouvoir bien gérer leur commune. Normalement, ça doit être corrigé. J'ai aussi tourné avec un maire à Castanet-Tolosan, dans la banlieue toulousaine. Et lui, il concilie une activité professionnelle avec sa fonction de maire d'une ville de 13 000 habitants. Je peux vous dire que c'est un sacré casse-tête dans l'agenda pour assurer ces deux fonctions, tellement qu'il a décidé de quitter ses fonctions à 44 ans, donc pour finalement consacrer un peu plus de temps à sa vie professionnelle et à sa famille également, puisque ça aussi, ça prend du temps sur ces activités-là. Donc voilà, finalement, aux 4 coins de France, je suis allé recueillir le sentiment de ces maires, voir aussi des solutions, parce qu'il y en a, ce qui peut marcher, comme des communes qui ont décidé de fusionner pour finalement retrouver des marges de manœuvre. Il y a des choses qui existent et qui marchent, il faut aussi en parler, mais tout de même, ce que je retiens le plus, c'est leur sentiment un peu de ne pas être soutenu, voire même un peu abandonné par l'État. Un très très beau Sénat en action à suivre. Juste après, allons plus loin, à 18h30. Merci beaucoup Jérôme. Olivier Léonard, en quelques secondes, ce blues des maires, vous le ressentez? On vous en parle, vous aussi? Écoutez, moi j'étais président d'une agglomération où il y avait des communes de 800 habitants, 500 habitants. Et moi-même maire d'une ville de 36 000, je voyais bien la grande différence. Ils sont tout seuls. Ils sont donc... Les agglos, de ce point de vue-là, peuvent être une solution pour eux, mais quand on est, là je vous parle en tant que, élu de la région parisienne, quand vous êtes dans des petits villages reculés, et que vous êtes tout seul, comme vous l'avez si bien décrit, je crois qu'on a une nécessité, c'est de prendre en compte la situation de ces maires. Et j'en vois, je ne les connais pas suffisamment d'ailleurs pour parler en leur nom, mais moi je voudrais vous parler... Rapidement, pardon. Oui. Une seconde. Ces gens-là payent pour être maire. Ils payent pour être maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Mais l'indemnité d'un maire d'une ville de moins de 500 habitants, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est autour de 600 €. Un peu moins de 600 € net. C'est ça, 600 € net. D'accord ? Je ne dis pas qu'on règle tous les problèmes à travers, une augmentation des salaires. Mais je pense que c'est une vraie question. Et ça compte, évidemment. Ça compte. Merci beaucoup, Olivier Léonard, d'avoir été notre invité dans Allons plus loin aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré cet après-midi à la réforme de l'assurance chômage dont les changements seront effectifs à partir de demain. Et maintenant que ça devient concret, on voit que cela crée beaucoup de remous, beaucoup de tensions, de réactions et même un peu de panique. Certains agents de Pôle emploi se disent horrifiés. Que faut-il en penser? On va en débattre avec nos invités après les explications de Jérôme Rabier. C'est clairement un durcissement des règles de l'assurance chômage. Dès demain 1er novembre, les conditions pour obtenir une indemnisation seront bien plus difficiles à remplir. Concrètement, alors qu'aujourd'hui il faut avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois pour toucher le chômage, dès demain il faudra désormais 6 mois d'activité sur les 24 derniers mois. Les critères pour recharger ses droits au chômage seront eux aussi durcis.
Aujourd'hui, un chômeur qui trouve du travail pour 1 mois bénéficie d'1 mois supplémentaire d'indemnisation. Il faudra désormais un minimum de 6 mois travaillés pour allonger d'autant sa durée d'indemnisation. Principale victime de ces nouvelles règles, les jeunes qui enchaînent plus souvent des contrats courts avec des périodes de chômage entre 2 missions. Les hauts revenus seront eux aussi pénalisés. Désormais, les salariés qui gagnaient 4 500 € bruts de salaire avant une période de chômage verront leur indemnité baisser de 30% à partir du 7e mois. En revanche, de nouveaux droits sont créés pour des publics jusque-là privés de l'assurance chômage. Une indemnisation sera prévue pour les salariés qui démissionnent, mais qui ont un projet professionnel dûment validé. 800 € par mois pendant 6 mois sont aussi prévus pour les indépendants en cas de liquidation judiciaire. Pour la ministre du Travail Muriel Pénicaud, oui, ces conditions sont plus dures, mais il est logique d'adapter ces règles. On est un des pays les plus généreux d'Europe, il faut le savoir. Et c'est logique que l'assurance chômage, il faille avoir travaillé et donc cotiser, enfin les salariés ne cotisent plus, mais il faut avoir travaillé, produit la richesse pour pouvoir y avoir droit. C'est un système d'assurance mutualisée. Pour les syndicats, en revanche, il n'y a pas de mots assez durs pour décrire cette réforme. Ça va être une tuerie, entre guillemets, excusez-moi ce terme un peu trivial, tout simplement parce que ça va, la seule logique, c'est une logique budgétaire sur le dos des chômeurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Selon les projections de l'UNEDIC qui verse ces droits, 1,2 million de chômeurs pourraient perdre tout ou partie de leur indemnisation, avec une économie de plus de 2 milliards d'euros estimée d'ici à fin 2021. Avec nous pour Sénan, Claire Erwan-Tison, bienvenue. Bonsoir, économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Claire Pochet, bienvenue à vous également, porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires. Bonsoir. Hervé Chaperon, bienvenue, vice-président du Centre de recherche et d'analyse sur la protection sociale, ancien directeur général adjoint de Pôle emploi. Adrien Clouet, bienvenue à vous également, sociologue spécialiste du marché de l'emploi et du chômage, enseignant à Sciences Po et aux Arts et Métiers. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. En préparant ce débat, je suis tombée sur des témoignages d'agents de Pôle emploi qui ont des mots très forts et qui nous disent « Je n'ai jamais vu un durcissement aussi violent. On touche les gens au portefeuille, on ne leur laisse plus de solution. » Et ça va même plus loin. La journaliste de Mediapart, Hélène Salvi, nous dit sur Twitter « Dans certaines agences Pôle emploi, on parle déjà de la possibilité de recruter des vigiles pour éviter les débordements d'allocataires mécontents. » Pardonnez-moi, moi j'ai été surprise. Claire Pochet, est-ce que vous êtes surprise? Ah, pas du tout, non. Pour nous, ce décret, puisque c'est un décret, ça n'a pas été concerté avec les parlementaires, est une vraie catastrophe sociale. Il suit un peu le décret de décembre dernier sur les contrôles des chômeurs et précaires. Mais là, c'est un durcissement très, très, très violent. Et on a déjà prévenu la Direction générale de Pôle emploi qu'il va y avoir des violences. De là à employer des vigiles, Erwan-Tison, ça vous heurte d'entendre cela ou vous vous dites oui mais c'est la bonne direction? Oui, surtout qu'en plus on est, alors d'un point de vue purement économique, on est dans une situation où le chômage commence un petit peu à reculer parce qu'il y a des créations d'emplois en face. Après, je regardais un petit peu justement les déclarations de ces personnes-là au moment de la loi El Khomri, la loi travail, etc. Tous les 6 mois, ils nous annoncent un malheur social en nous disant que ça va être germinal à la fin de cette réforme-là. Le problème, c'est que, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on surestime toujours les réformes en annonçant la fin d'un monde social, et derrière on se rend compte qu'en fait c'est plus des mesurettes, parce que, excusez-moi, dans le texte, j'ai encore regardé avant, ça reste des mesurettes, on n'est pas sur une réforme profonde de l'assurance chômage, et surtout on ne traite pas les problèmes structurels liés au chômage. Donc annoncer comme ça une catastrophe avec des vigiles Pôle emploi, je l'espère pas, et à mon avis je ne pense pas que ça sera le cas. Ce sera le cas. Adrien Clouet. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on embauche des vigiles, vu que c'est quand même une baisse de droits qui est sans précédent depuis les années 1930 en France, qui touche plus d'1 million de personnes, on l'a dit, dont le montant de l'indemnisation sera réduit alors qu'ils ont préalablement cotisé. En plus, dans une séquence où le taux de pauvreté est reparti à la hausse cette année, ce qui est aussi une première depuis la crise de 2008. Donc certes, embaucher des vigiles, ça a créé de l'emploi, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution pour répondre à la crise actuelle. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que disait la ministre dans la petite vidéo que vous avez mise tout à l'heure. Muriel Pénicaud ? Oui, exactement, qui expliquait que l'indemnisation des chômeurs en France serait la plus généreuse d'Europe, mis à part le Portugal, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg et l'Allemagne, c'est vrai. Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que j'ai effectivement aussi retenu cette phrase qu'elle a beaucoup prononcée dans plusieurs médias et notamment dans Ouest France. La France conservera après la réforme l'un des régimes les plus protecteurs en Europe. Nous ne baissons pas le montant de l'indemnisation, à part pour les salaires les plus élevés. J'aimerais votre avis, Hervé Chaperon. Moi, je crois qu'avant de savoir si c'est vraiment une baisse drastique des allocations ou pas, il faut quand même partir
d'un point qui est indéniable. La France arrive aujourd'hui après 40 ans de traitement social du chômage. Après des politiques de l'emploi à hauteur de 100 milliards par an. Pour quel résultat? Quasiment aucun. Bien. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis qu'il est gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il s'attaque pour la première fois d'emblée, d'une façon très générale, au problème de l'emploi. D'abord, droit du travail, ensuite formation professionnelle, enfin assurance chômage. Donc vous dites ça va dans le bon sens. Comment? Donc vous dites ça va dans le bon sens. C'est prend bien. Novateur, c'est une remise en cause du sacro-saint traitement social du chômage, qui est une exception française. On a même parlé de préférence française pour le chômage, excusez du peu. Et donc, ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, cette réforme, très précisément, est dans le prolongement de la première mesure sur l'emploi par le gouvernement, qui était la suppression des contrats aidés. Oui. Vous m'aviez d'ailleurs invité sur ce même plateau pour en parler. Oui. Sur ce même plateau, j'ai entendu dire que la suppression des contrats aidés allait être une catastrophe sociale sans précédent. Les mêmes mots que Claire Pochet tout à l'heure, donc je vais laisser répondre dans un instant. Les contrats aidés, c'est 500 000 contrats aidés, c'est 3,5 millions. Il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, il n'y a pas eu de catastrophe sociale. Alors, on va laisser répondre Claire Pochet, peut-être. C'est quand même ça. C'est vous qui avez employé la catastrophe. Si Claire vous voulez, simplement une chose, et je termine, cette réforme n'est pas que purement comptable. Elle rend éligibles certaines populations et le gouvernement accompagne les mutations du marché du travail à travers cette réforme. Claire Pochet. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, sur le recul du chômage. C'est très facile de faire reculer le chômage de façon artificielle. Et il y a beaucoup de radiation à Pôle emploi en ce moment. Des gens qu'on contrôle et on décide qu'ils ne cherchent pas suffisamment d'emplois. Après, il faut m'expliquer qu'est-ce qu'une recherche suffisante d'emploi. Et avec cette réforme, ça va être pire? Ben oui, bien sûr. Alors, on dit que le chômage baisse. Donc, en fait, c'est une idéologie. On dit que le chômage baisse, donc il y a de l'emploi en France. Mais pour nous, on pense que l'emploi, non, il n'y a pas suffisamment d'emploi en France. Donc, on fait baisser le chômage de façon très artificielle. Quand on dit que vous avez employé le mot de mesurette, ce ne sont pas des mesurettes. Il va falloir désormais travailler 6 mois pour être indemnisé sur 24 mois. Quand on sait qu'on est dans une société où de plus en plus nous avons des contrats précaires. Récemment, il y a eu une étude de la DARES qui, sur l'année 2019, disait que la moitié des emplois étaient des CDD de moins d'une semaine. C'est quand même la DARES qui a dit ça. Donc, en fait, quand on va à Pôle emploi et qu'on leur dit oui, mais la permittence, les gens qui ont des petits contrats n'auront jamais 6 mois d'indemnisation. Donc, ça veut dire que ça fait 500 000 personnes en moins d'indemniser. Les contrats aidés, je peux en parler puisque j'étais en contrat aidé il y a 3 ans. Bien sûr, je travaille dans une association, on n'a pas de moyens. On n'est pas a priori pour les contrats aidés. Mais on nous a dit, on vous baisse les indemnités, vous n'aurez pas d'aide, mais on vous donne des contrats aidés. Après, cette mesure-là des contrats aidés, ça a été fait brutalement. On a enlevé brutalement les contrats aidés sans rien dire à personne. Alors, cette réforme a-t-elle été lancée pour faire baisser le chômage ou avant tout pour faire des économies? C'est aussi une question qui se pose, puisqu'a priori, les économies seront substantielles. On parle de 3,4 milliards d'euros sur 3 ans. La ministre du Travail le reconnaît, elle le justifie toujours dans Ouest France. La dette de l'UNEDIC est de 35 milliards d'euros et faire des économies, c'est se donner les moyens de faire face à des difficultés économiques le jour où elles se présenteraient. Qu'en pense Sophie Taillé-Polian? La sénatrice Génération est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences du Sénat et je vous fais réagir après. Sophie Taillé-Polian, cette réforme de l'assurance chômage, c'est d'abord une manière pour le gouvernement de faire des économies. Oui, bien sûr, des économies sur le dos des plus précaires et des plus pauvres. Donc il faudrait plutôt que l'État prenne en charge lui-même, sur son budget, les politiques d'emploi, plutôt que d'assécher l'UNEDIC qui finance aujourd'hui Pôle emploi et qui donc, pour résorber ce déficit qui a été créé comme cela, eh bien, prennent sur les plus pauvres et les plus précaires. Parce qu'aujourd'hui, la dette de l'UNEDIC, c'est 35 milliards d'euros. Il faut quand même éponger
éponger cette dette. Oui, mais en fait, comment a-t-elle été créée, cette dette? Elle a été créée par une augmentation du chômage et elle a été aussi créée par le fait que le financement de Pôle emploi, qui était auparavant fait par l'État, c'était sur les crédits de l'État, eh bien, a été peu à peu transféré sur le budget de l'UNEDIC. Donc ça a créé un déficit, donc maintenant on cherche à le résorber. Mais on cherche à le résorber, non pas en faisant cotiser un peu davantage les entreprises, mais en faisant payer les plus pauvres et finalement les sans défense. Donc l'État fait des économies sur le dos des chômeurs. Bien sûr, parce qu'en fait, si on regarde tout le périmètre des dépenses publiques, on voit que l'État finance les politiques menées après la crise des Gilets jaunes par la sécurité sociale et finance le fait qu'il n'y ait pas trop de déficit sur les plus pauvres et les plus précaires, sur les chômeurs, en les culpabilisant, ce qui est... J'ai qu'un mot en fait qui me vient, c'est dégueulasse. Ah oui, d'accord. Le mot est assez fort. Donc ce que vous proposez pour équilibrer ce régime d'assurance chômage, c'est que l'État dépense plus pour alléger l'UNEDIC. Bah écoutez, aujourd'hui, on nous dit, voilà, vous inquiétez pas, on va mettre davantage de conseillers à Pôle emploi. Qui va payer ces conseillers? L'UNEDIC. Non, il serait temps que l'État reprenne en main ses responsabilités. La politique de l'emploi, c'est à l'État de la financer. Et quand les travailleurs cotisent pour leurs indemnités chômage, eh bien, que ça leur revienne. Très bien. Merci beaucoup, Merci Sophie Taillé-Polian, pour votre intervention. Et merci à vous, Alexandre. C'est dégueulasse, nous dit la sénatrice Erwan Tison. Oui, on retourne dans ce que je disais avant, les prophètes de malheur, toujours qui nous annoncent un petit peu pour faire leur petit buzz personnel. Le problème, c'est qu'ils ont un petit peu une analyse à tête froide. Bien sûr qu'il y a un traitement, je rejoins, excusez-moi, un traitement social du chômage qui a été fait pendant des années. Bien sûr qu'on a un taux de chômage qui est parmi les plus élevés de l'Union européenne, à plus de 2 points au-dessus de la moyenne, et il faut absolument s'en occuper parce que c'est un fléau social. Après, dans cette réforme-là, c'est pas les plus précaires qui en sont touchés. Moi, je serais les cadres, par exemple. C'est les cadres qui ont été les premières victimes, premiers pointés du doigt. Ils représentent 45% des cotisations, ils représentent que 15% des allocations, et on va dire c'est vous qui touchez, qui récoltez trop, donc on va vous couper, on va vous rendre vos allocations dégressives. Ce qui quelque part est une atteinte concrète au pacte social, parce que quelque part on est en train de complètement d'inverser les logiques d'assurance et d'assistance en disant effectivement vous ne recevrez plus par rapport à ce que vous cotisez. Ensuite, deuxième chose, sur le traitement du chômage, si jamais on veut s'y attaquer vraiment, et le gouvernement l'a fait, peut-être pas assez, mais l'a fait sur la loi sur la formation professionnelle, c'est une question de qualification. Aujourd'hui, le taux de chômage des cadres, c'est-à-dire des gens qui sont en bac plus 5, c'est 4%. Le taux de chômage des personnes qui n'ont pas le bac, c'est 17%. C'est même moins que ça, les cadres. On est tombé à 3,5%. On a 3,5% pour les diplômés d'un master, donc cadres diplômés d'un master. Les personnes qui n'ont pas le bac, c'est 17%. Et quand on voit qu'on est face à une révolution technologique qu'on ne parle pas du tout dans cette réforme-là, mais qui va balayer justement les fonctions support et qui va mettre toutes ces personnes-là au chômage, et qu'à côté de ça, on a un problème managérial qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne veulent pas recruter d'hommes ou de femmes de plus de 55 ans si elles n'ont pas le bac, faisant fi complètement de 30 ans d'expérience dans le marché du travail. Donc des logiques qu'il faut complètement inverser. On se dit que c'est pas en touchant à des allocations ou en touchant sur la durée de cotisation. Ouais. D'ailleurs, 6 mois, c'est une des durées les plus courtes en Europe. C'est 10 mois la moyenne européenne, c'est 12 mois en Allemagne, c'est 15 mois en Belgique. Et donc, du coup, c'est pas du tout en touchant à des petites réformettes comme ça qu'on va pouvoir s'attaquer au problème français qui est le chômage structurel et surtout répondre aux défis des années qui viennent. Adrien Clouet. Oui, déjà, si jamais vous pensez que ça ne change rien, je ne comprends pas pourquoi vous défendez du coup cette diminution je la défends drastique. D'accord, vous étiez plutôt inscrit en pour par rapport à la réforme, c'est pour ça. Je la défends pas, je dis que c'est une mesurette. Il ne faut pas penser que c'est. Enfin, on n'est pas face au grand soir social qu'on nous annonce ou à Germinal qui serait à partir de demain soir. Il y a 190 000 personnes qui vont quand même perdre la moitié de leurs allocations. Je pense que c'est quand même c'est pas forcément une mesurette pour les personnes qui sont touchées, notamment celles et ceux qui accumulent des contrats courts, qui les enchaînent et ou qui travaillent à temps partiel. Mais il me semble que le problème fondamental de la séquence n'est pas forcément là. C'est qu'il y a d'un côté un peu plus de 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi sous des statuts très différents, la moitié seulement qui sont allocataires. Et face à ces personnes, on a eu, dans la dernière enquête besoin de main-d'œuvre, environ 110 000 offres d'emploi non pourvues par an. Ce qui signifie que même si on les contraignait, si on les obligeait à accepter n'importe quelle offre en circulation en réduisant à 0 leur allocation chômage, il n'y en aurait que 1 sur 60 qui trouverait du boulot. Je pense que le problème fondamental est là, dans cette équation entre des offres d'emploi non pourvues et 60 fois plus de chômeurs de l'autre côté. Et que tant que cette asymétrie n'est pas résolue, ce n'est pas en diminuant l'allocation des personnes qu'on va changer quoi que ce soit. Il n'y a aucun lien entre le fait... La philosophie de ce gouvernement, c'est de pousser les gens à aller retravailler et j'ai envie de dire un peu quel que soit s'il y a de l'emploi.
s'il y a de l'emploi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien logique entre le fait de réduire une allocation de 600 à 300 euros et le fait qu'en face, les employeurs créent des CDI. C'est même plutôt l'inverse. Si vous avez face à vous des allocataires chômage qui sont plus rémunérés ou indemnisés à 1000 ou à 800 euros, mais plutôt à 300 ou à 400, eh bien dans ce cas-là, ils sont en position d'accepter n'importe quoi. Et au contraire, ce qu'on voit dans le cas allemand ou dans le cas britannique, c'est que le marché du travail est dérégulé de manière encore plus accentuée et que les contrats courts, l'intérim, le temps partiel progressent dans ce type de réforme. Hervé Chaperon. Écoutez, d'abord, deux choses. Je répondrai à ce que vous venez de dire après. Mais la première chose, il faut quand même dire très clairement que l'assurance chômage, sur ses missions initiales, est bénéficiaire. Le déficit de l'assurance chômage, c'est 4 points. C'est, comme vous l'avez rappelé, le financement de Pôle emploi, et la sénatrice a parfaitement raison, c'est un désengagement de l'État. Vous avez les intermittents du spectacle, c'est quand même 1 milliard avec quand même une indemnisation relativement, pour ne pas dire assez confortable. Vous avez les transfrontaliers pour 750 millions, alors que l'assurance chômage n'y est pour rien. Et puis, je rappellerai quand même que pour ceux qui touchent des allocations chômage, l'UNEDIC verse à l'ARCO les cotisations retraite. Ce qui est important, c'est de l'ordre de 2,5 milliards, 3 milliards par an. Bon, on a fait de l'UNEDIC d'une vache sacrée, puisque c'était le pilier du traitement social du chômage, une vache à lait, c'est-à-dire que les politiques publiques se sont largement nourries de l'assurance chômage. Preuve, politique culturelle avec les intermittents du spectacle. Ça, c'est le premier point. Mais d'un autre côté, parce que le problème est quand même assez complexe, lorsque le gouvernement ne prend plus des cotisations sur le bulletin de salaire des salariés, mais finance par l'impôt la CSG, il est quand même aussi en droit de modifier les règles d'indemnisation, puisque c'est le budget de l'État qui en finance une partie. Bon, ça c'est le premier point. Rapidement, parce qu'il faut que la parole tourne. Et je termine simplement là-dessus. Le vrai problème, et le problème fondamental aujourd'hui, c'est est-ce que l'assurance chômage est encore une assurance ? Alors, comment expliquer le fait qu'on en soit arrivé là, qu'il faille une réforme de cette ampleur ? Muriel Pénicaud nous dit toujours dans cette interview à Ouest France, la punition, c'est la situation dont nous avons hérité, nous dit la ministre du Travail, un chômage de masse depuis 30 ans, notamment chez les jeunes. Alors ce chômage de masse, Emmanuel Macron, à peine élu, l'avait dénoncé à de multiples reprises, lui aussi, en août 2017. Il avait publiquement comparé la France à l'Autriche. Je voudrais qu'on regarde ce petit moment d'archives et je vous fais réagir ensuite. La chronique météorologique, de savoir si les chiffres du mois sont bons, pas bons, si d'un seul coup ça va mieux en France, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a cette discussion. La réalité, c'est que la France est la seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse. C'est ça la réalité. Claire Pochet, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Alors, on gagne pas face au chômage de masse en faisant juste se réduire les chiffres. De façon, comme je disais tout à l'heure... Une réduction artificielle. Voilà, une réduction artificielle. Je suis contente que vous ayez dit que l'assurance chômage est excédentaire, parce qu'on passe son temps à dire que c'est la faute à l'assurance chômage, c'est la faute aux chômeurs. Donc je suis un peu ulcérée qu'on fasse payer justement les 3 milliards et quelques d'économies aux chômeurs et aux précaires. Quant à la qualification, évidemment, la dégressivité, on a déjà vu dans le passé que ça ne servait pas ça ne fonctionnait pas. Je suis tout à fait d'accord que les gens qui sont à haut revenu et des allocations confortables puisqu'ils ont cotisé. Là, puisqu'on enlève les cotisations sociales, l'assurance chômage ne sera plus une assurance chômage. Donc voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'État a bon dos de reprendre la main. Sauf que quel système il va mettre en place à la place ? Alors, moi, je voudrais juste qu'on y voit clair parce qu'il nous reste quelques minutes. Vous nous dites que c'est une révolution qu'on fait, on est en train de perdre l'assurance chômage avec cette réforme. Et vous, Erwan Tison, vous nous dites, mais pas du tout, c'est pas la catastrophe annoncée, ce sont des mesurettes. Je me mets à la place du téléspectateur, j'ai du mal à y voir clair. Bien sûr que les chômeurs vont prendre en pleine figure ce qui se passe. Je continue à dire que ça va être violent, puisque ça sort 500 000 personnes de l'assurance chômage, que certaines personnes... Alors, ça sera au 1er avril. Par exemple, vous aurez un lissage des indemnités
Donc, par exemple, si vous avez 1 000 € de salaire sur 6 mois, on va le lisser sur 12 mois, par exemple. Donc, vous n'aurez plus beaucoup d'indemnités. Donc, Erwan, ils ont quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont être touchées. 1 million. Bien sûr, mais bien sûr, mais ça reste. Enfin, la question, c'était est-ce que c'est la fin de la disparition de l'assurance chômage? La réponse, c'est non. Effectivement, et encore une fois, le gouvernement fait une réforme paramétrique à la marge. Où il y a Donc pour vous, l'assurance chômage ne disparaît pas? Bien sûr que non, l'assurance chômage. Alors après, la logique d'assurance en tant que telle est en train de disparaître, mais depuis déjà la bascule des cotisations sur la CSG, qui était plutôt une bonne chose, je pense, de faire assurer sur un risque sociétal plutôt que d'un risque économique. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. On n'est pas du tout face. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, comme dans toutes les réformes. C'est les chômeurs et précaires qui vont être perdants. Le problème, c'est qu'encore une fois, on fait une réforme paramétrique et pas une réforme systémique. Nous, on avait fait une proposition très simple à l'époque, c'était de fusionner la formation professionnelle et l'assurance chômage. On donne une allocation à chacun pendant 6 mois, dans la mesure où on a face à un chômage à la fois de qualification et à la fois technologique. Et après, on forme justement les personnes demandeurs d'emploi vers des métiers rebonds et pas forcément les 300, 500, 600 000 emplois non pourvus dont on nous parle à chaque fois, mais des emplois nouveaux qui se créent aussi. 100 000. Bah, y a tous les chiffres. Hein. Chacun a son décompte. Il y a 2 points par rapport à la formation. D'abord, la formation permet facilite l'emploi, mais ne donne pas forcément un emploi au bout. Et on voit de plus en plus, ils ont fermé les AFPA, les centres d'AFPA. Qu'est-ce que c'est, pardon? C'est des centres de formation, les AFPA. Et en fait, de plus en plus, c'est pas des qualifications qu'on présente, c'est des certifications. Ça veut dire que vous n'allez pas au bout d'une formation. Vous avez des modules. Donc, c'est pas la même chose. Hervé Chaperon, si vous me le permettez, moi, la formation, la première chose. Est-ce qu'on a un système éducatif qui forme au travail concrètement? Non, l'éducation. Je vais vous donner un simple chiffre. Il nous reste la France forme plus de sociologues que l'ensemble de l'Europe. C'est pas vrai. C'est pas grave. Si, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Et après, vous vous étonnez qu'il y ait du chômage dans cette catégorie-là, je sais pas. Vous voulez dire que le problème, pardon, il n'y en a pas plus dans les sociologues on a un qu'ailleurs non plus. système éducatif qui ne veut pas trancher sur sa finalité. Est-ce que, alors je fais très court, simple, et je vais déformer, est-ce que le système éducatif est fait pour acquérir une culture générale ou pour avoir un métier? Non, le système éducatif... On n'a pas tranché depuis 40 ans. Non, le système éducatif. Chômeurs, quoi. Des futurs chômeurs. Le système éducatif est fait pour que les gens puissent se débrouiller dans le monde actuel, mais aussi les formations. Je veux dire, on ne peut pas former les gens. Il faut voir aussi les conditions de travail au travail. Rapidement, si Adrien Clouet veut conclure en quelques secondes. Oui, je pense que là où il y a quelque chose d'intéressant dans ce que disait Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il y a une singularité française, c'est qu'on est un des rares pays à ne pas avoir encore transformé les chômeurs en travailleurs pauvres. Et cette réforme reste sur le milieu du chemin en créant des chômeurs pauvres. Il nous semble que ce n'est pas exactement le gué sur lequel il faudrait terminer. Alors, on va conclure là-dessus avec les sourires et les rires sur ma droite, notamment d'Erwan Tison. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à ce Sénat en clair. Dans un instant, la suite d'Allons plus loin, le match des idées et le grand débat. Mais d'abord, retour en images sur Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, notamment revenue sur la gestion de l'incendie de Lubrizol par les autorités au lendemain de la visite du chef de l'État hier soir. Nous avons pris un maximum de précautions. Après, la population a eu ces informations trop tardivement. Parce que quand on est l'État, on parle aux maires ou on parle parfois à nos intermédiaires qui peuvent être les représentants des professions de santé, mais on s'aperçoit que les intermédiaires que nous avons parfois diffusent tardivement les informations ou ne les diffusent pas forcément avec les bons mots ou ils n'ont pas les documents qu'il faut pour bien diffuser l'information à la population générale. Et ça, c'est vraiment un retour d'expérience que nous devons faire. C'est comment toucher chaque Rouennais, chaque individu dans sa maison. Et ça, l'État ne sait pas le faire. En fait, elle est Vous dites qu'il aurait fallu s'adresser directement à la population. Oui. Il y a eu des erreurs de communication, finalement, même en croyant... Via les médias. On le fait via les médias. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on parle à la presse, quelque part, c'est un moyen de toucher toute la population. Mais en réalité, on voit bien que quand il y a une inquiétude pour sa santé, même quand on met en place un numéro vert d'appel qui a été pas mal utilisé, eh bien, les personnes ont l'impression de ne pas savoir. Et qu'on ne s'adresse pas à elles-mêmes. Est-ce que ça ne va pas au-delà de ça? C'est-à-dire, le problème n'est pas que la parole de l'État elle-même est décrédibilisée. Aussi, bien sûr, la parole des pouvoirs publics est par définition
questionnée, remise en cause par une grande partie de la population. Pour autant, au-delà de la parole politique, qui est souvent mal perçue par la population, il y a derrière la parole des responsables d'agences sanitaires. Ce sont des personnes qui sont des experts du domaine, qui font travailler des énormes équipes avec des médecins, avec des vétérinaires, avec des scientifiques. Et on ne peut pas imaginer que l'ensemble de la parole de centaines d'experts qui travaillent sur ces sujets puisse être mise en doute. Donc nous avons à nous interroger sur qui doit parler dans ces moments-là. Est-ce que c'est la parole politique qui, par définition, est mal perçue, ou est-ce qu'on doit laisser les experts en fait s'exprimer parce qu'ils sont entre guillemets plus crédibles que malheureusement les ministres, voire le Premier ministre ou le Président de la République? Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur les promesses du gouvernement faites à la Seine-Saint-Denis. 7 ministres ce matin, 7, pas moins, dans le département le plus pauvre de France. 23 mesures pour remédier aux inégalités dans l'éducation, dans la justice, dans la santé. Que vaut ce plan? Pourquoi la Seine-Saint-Denis seulement? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et on parlera du mariage entre les deux constructeurs automobiles, le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler. Alors est-ce que ce sera un mariage heureux pour l'emploi en France? Je poserai la question à la sénatrice de gauche, Marie-Noëlle Lienemann. Et on en débattra évidemment sur ce plateau. À tout à l'heure, Alexandre. Avant tout cela, notre match des idées. Donc il va opposer ce soir notre duo du jeudi, Agnès Verdier-Molinier, François Calfon. On va s'arrêter sur cette reprise des discussions autour de la réforme des retraites. À un mois de la grève annoncée, très suivie le 5 décembre prochain, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye et le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari ont reçu ce matin les syndicats de la SNCF, mais il y avait des chaises vides. On voit cela avec Léa Demirjian. Nouvel épisode dans l'épineux dossier de la réforme des retraites. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats de cheminots de la SNCF ont repris. Au programme des discussions, parler des fondamentaux de la réforme, mais aussi discuter secteur par secteur. Je l'ai fait avec la RATP il y a 15 jours et nous commençons avec la SNCF, des modalités de transition vers le régime universel de retraite. Et là, il y a des choses extrêmement concrètes qui sont sur la table. Comment on fait la transition, comment on prend en compte les droits du passé. Le gouvernement a un mot d'ordre, pédagogie, car de nombreux points doivent encore être tranchés. Âge de départ, niveau des cotisations ou encore prise en compte de la pénibilité. Et déjà, il y a blocage, car c'est la réforme dans son ensemble qui est décriée. Et la réforme des retraites est justement à ajouter de l'huile sur le feu. Et les cheminots sont très remontés et sont prêts à en découdre à partir du 5 décembre. Dialogue de sourds, voire dialogue impossible. Le rendez-vous a notamment été boycotté par la CGT Cheminots. La Fédération CGT des cheminots ne se rendra pas à la réunion du ministère des Transports sur la réforme des retraites. Ce service après-vente de la future réforme des retraites est obscène dans le contexte social que nous connaissons. Des syndicats qui espèrent que Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, sera un allié et portera leurs revendications face au gouvernement. Nous avons une chance, je pense, c'est l'arrivée d'un nouveau président de la SNCF, M. Farandou, à qui nous avons adressé une lettre ouverte avec un certain nombre de points de revendication. On peut dire qu'il a un état de grâce de 100 jours. À 5 semaines de la grève illimitée annoncée par la RATP et la SNCF, le gouvernement, qui redoute un mouvement de grande ampleur, annonce déjà qu'il fera des propositions aux cheminots d'ici le 22 novembre prochain. Et avec nous donc pour le match des idées, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bienvenue, conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste et cofondateur de Gauche Nouvelle. On a quand même le sentiment que le gouvernement est très fébrile à l'approche de ce 5 décembre, François Calfon. Écoutez, en réalité, on ne peut pas prendre comme on le fait. Nous, on a forcément des silos pour discuter des différents sujets. La grogne sociale à travers simplement le sujet des retraites. Il y a une cristallisation possible sur le sujet des retraites, notamment sur les régimes spéciaux, à la RATP, beaucoup plus qu'à la SNCF, puisqu'en fait ça a été prénégocié, et également à la SNCF. Mais enfin, en réalité, il faut prendre ce quinquennat pour ce qu'il est. Et si on reprend un peu une focale d'opinion, il y a 70% des Français environ qui disent qu'ils regrettent d'avoir voté pour Emmanuel Macron. Oui.
et en gros 7 sur 10 qui disent qu'ils ne sont pas contents de ce quinquennat. Bon, vous rajoutez les mesures gilets jaunes, vous voyez hier la sortie du président de la République à Rouen qui a été copieusement sifflée, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parce que reste à prouver qu'il y avait vraiment des facteurs de pollution au sens propre, et vous avez le cocktail dans lequel nous sommes. La vérité, moi je l'ai toujours dit, c'est qu'il y avait, et d'ailleurs le gouvernement l'a dit, le président de la République l'a dit pendant sa campagne, il n'y avait pas de nécessité comptable immédiate à faire une réforme des retraites. On rappelle que c'était 5 milliards de déficit pour un ensemble qui pèse 300 milliards d'euros. Bon, mais on retrouve finalement des choses qui s'accumulent et qui s'agglomèrent. Et le mécontentement SNCF, il est autant sur la question de l'ouverture de la concurrence 2021-2025, retard d'investissement, et y compris ces derniers temps une gestion catastrophique du droit de retrait dont on pouvait discuter, mais qui immédiatement, dans les 24 heures, a suscité l'élection de 3 ministres en disant qu'il y aurait des poursuites judiciaires contre ceux qui l'effectuaient pour que finalement il n'y en ait pas. Et vous avez un cocktail où M. Delevoye, finalement, il rame, il est presque au fond de l'eau. Et vous avez des organisations syndicales... Après 2 ans de discussion. Hein, oui, des organisations syndicales qui, finalement, refusent de venir parce qu'elles ont peur d'être dépassées par la base. La réalité, et je passe la parole à Agnès, c'est qu'en réalité, il y a eu beaucoup de recul sur cette réforme puisque elle ne sera pas applicable manifestement maintenant, mais simplement pour les nouveaux entrants. Mais c'est tout le cocktail. C'est la porte ouverte par Emmanuel Macron cette semaine, qui semble un petit peu reculer ou faire des concessions. Cette porte ouverte de la clause du grand-père, comme on dit, c'est juste une reculade en race campagne. C'est rien d'autre. Et en plus, c'est très préoccupant. Parce que ce gouvernement s'est engagé à résoudre le problème qui existe déjà dans le système, qui est un système inéquitable. Il est perçu comme tel, il est perçu comme injuste, illisible, pas transparent. C'est pour ça que les Français souhaitent, globalement, majoritairement, une réforme des retraites et des modes de calcul. Mais pas celle-là. Mais ils souhaitent, si, ils souhaitent ça. Sauf qu'ils vont être bloqués par des personnes qui vont leur dire nous, on ne veut pas être dans le tronc commun de tout le monde. Dans le régime général, ça gêne personne que le pacte national ne soit pas respecté. Le président de la République nous dit quand on rentre à EDF ou quand on rentre à la SNCF ou à la RATP, il y a un pacte avec la nation. Mais il n'y a pas de pacte avec la nation pour nous, ceux qui travaillent dans le secteur privé. Non, ça, il n'y a pas de pacte. Ça peut changer comme on veut. Et le pacte, il n'existe qu'avec ceux qui... Donc c'est une colère de privilégiés, c'est ce que vous nous dites, ce mouvement attendez, les chiffres, ils sont sous nos yeux. Hein. Vous avez une carrière complète à la RATP, vous pouvez arriver jusqu'à... C'est vrai que ça n'arrive pas à tous les coups, mais jusqu'à 3 700 € bruts de pension par mois. Vous avez une carrière complète, je parle de carrière complète que vous avez fait, parce qu'il faut toujours comparer carrière complète avec carrière complète, parce qu'on nous dit il y a des fake news, etc. Très bien, comparons ce qui est comparable. La carrière complète dans le secteur privé, c'est 1 900 € bruts par mois à peu près, d'accord ? Quand vous avez tous vos trimestres, etc. La carrière complète à la SNCF, on va être à environ 2 600. Vous voyez, il y a quand même un écart qui est assez gigantesque. Et qui est-ce qui paye la différence ? C'est pas les cotisations des agents. Pas du tout. C'est l'État qui renfloue. Et oui, mais donc c'est qui ? C'est les contribuables. C'est les contribuables. Donc c'est ceux qui acceptent, est-ce qu'on leur a demandé leur avis, qui acceptent d'avoir un âge pivot d'ores et déjà depuis 2019 ? Et parce qu'eux, ils ont compris, oui, il y a une espérance de vie qui s'allonge, etc. Et qu'ils savent très bien qu'on va devoir travailler plus longtemps. C'est ce que dit aussi le président de la République. Mais à ce moment-là, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Donc cette clause du grand-père, qui ne s'appliquerait qu'aux gens du secteur public, c'est absolument un scandale. Et en même temps... Et donc, non, c'est pas en même temps. Il n'y a pas de et en même temps, là. Il n'y a pas d'en même temps acceptable. Je vous sens très coincé par ce gouvernement, mais moi-même, vous ne savez pas ce que je vais dire, ma chère Agnès. Il n'est pas possible d'accepter plus d'illisibilité et plus d'inéquité dans un système qui est déjà hyper inéquitable. Donc, à un moment, il faut remettre les choses, les pendules à l'heure. Le sujet, c'est travailler plus longtemps pour tout le monde, avec les mêmes règles de calcul. On va en parler tout à l'heure dans le détail. Mais la vérité, c'est que là encore, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer, comme ça s'est passé en 1995, une grève par procuration. Parce que autant certains défendent des acquis sans doute perçus comme excessifs, autant d'autres n'ont pas d'acquis et voient comme peau de chagrin, finalement, leur capacité à atteindre ce fameux âge qui se recule un peu comme la ligne d'horizon, alors que de l'autre côté... Personne leur a demandé de faire grève Agnès par Verdier-Molinier, je ne vous ai pas coupé la parole. Alors vous allez me laisser parler. Parce que dans le même temps, et on va le voir tout à l'heure, il y a pratiquement 40% des chômeurs indemnisés, 10% tout de suite, 350 000, qui vont sortir d'indemnisation. Ça veut dire quoi ? Là encore, il faut arrêter de raisonner en silo. Ça veut dire que vous avez des tas de gens qui sont seniors,
qui sont victimes de mesures d'âge, parce que les plans pour sortir les seniors du marché du travail, il y en a plein, qui ne seront plus indemnisés par Pôle emploi et qui se demandent bien comment ils vont atteindre ces âges. Non, mais qui sont on est sur le sujet des retraites. Mais d'accord, mais sauf qu'on ne coupe pas en tranches des gens. Vous voyez, quand il y a un cadre qui sort, j'insiste chaque semaine sur ce point, hein, à 53, 54 ans, qui ne retrouve pas du travail et qui a encore 10 ans pour parvenir à son âge, pour faire valoir ses droits à la retraite, c'est extrêmement angoissant. Alors, et donc, on ne peut pas, finalement... Les deux sont liés, quoi. Absolument liés, absolument liés. Parce qu'en réalité, d'un côté, c'est la caisse d'assurance chômage ou les minima sociaux qui vous rémunèrent, mais vous ne trouvez pas de travail. Et de l'autre côté, c'est l'assurance retraite. Ce qui est bien avec François, c'est qu'il mélange tout. Donc, résultat, à la fin, c'est les mêmes gens. On ne sait plus de quoi on parle. Agnès, c'est les mêmes personnes. Mais le problème de base de la France, c'est qu'il y a trop de systèmes différents de calcul de retraite et qui sont inéquitables. C'est ça le problème. Et en plus, mais c'est un problème marginal. Ça concerne. Non, c'est pas marginal. La question des régimes spéciaux concerne une proportion infime de l'ensemble des indemnisés. Et en plus que c'est faux. Parce qu'en réalité, dans les régimes spéciaux, il y a aussi les agents de l'État qui ont aussi. Ça d'accord, mais vous voulez aussi tout supprimer pour les agents de l'État. Alors que la nation. Un système équitable. Non, mais attendez, le président de la République s'est engagé à quelque chose de très clair. C'est que pour 1 euro de cotisation, on avait les mêmes droits en face. C'est pas vrai. On le sait très bien. Attendez. La question, c'est est-ce qu'on va vers une réforme qui a été celle qui a été promise ou est-ce qu'on va vers une fausse réforme où il y aura, merci de me laisser finir, où il n'y aura que les gens du secteur privé qui seront concernés et où tous les autres vont mettre, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans à converger. C'est pas moi Eh bien ça, ce n'est pas acceptable. Oui, mais c'est pas moi qui mélange tout, parce que quand le gouvernement c'est vous qui mélangez tout, parce que vous oubliez de dire qu'à la SNCF ou la RATP, ils partent à 56 ans ou 57 ans en moyenne. C'est pas une question d'aimer, c'est une question d'être dans un système où il y a une certaine égalité. On nous parle d'égalité et elle n'existe pas. Est-ce que vous avez vu que parce qu'ils sont incapables, ils ont annoncé un plan de résorption des heures supplémentaires dans la police, mais qui est picrocolin par rapport au nombre d'heures en retard. Je reviens à notre sujet, je ne mélange pas tout. Ils ont dit à quel point il fallait maintenir, voire renforcer le régime spécial des fonctionnaires de police. Donc ça n'est pas moi qui mélange tout, c'est le gouvernement. Et d'une certaine manière, c'est un marqueur quelque part symbolique pour l'OCDE ou pour un certain nombre de pays pour dire est-ce que la France fait des réformes en parlant des retraites. Et en réalité, c'est un jeu de vase communicant. Il faut tenir compte, oui, je sais que ça vous dérange, de la pénibilité du travail, des carrières complexes. Là, j'ai parlé tout à l'heure des fonctionnaires de police, et y compris du produit de l'histoire. Parce que très longtemps, la rémunération, finalement, dans certains secteurs publics industriels, a été moindre pour des ingénieurs. Par exemple, à EDF, il y en a qui auraient fait la même carrière dans le privé. Donc, c'est une sorte de compensation de la nation à ces professions. Rapidement, on a 2 autres thèmes qui nous attendent. Il n'y a pas un pacte avec la nation différent entre ceux qui travaillent dans le privé et ceux qui travaillent dans le public. Bien sûr que si, vous le savez très bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans les sorties d'école d'ingénieurs, il y en a qui choisissent d'aller à la SNCF, sachant qu'ils ont une moindre rémunération. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un traitement inéquitable entre les deux. Et là, vous laissez, finalement, vous perdez tout de suite. Vous dites tout de suite, c'est bon, il faut leur accorder. C'est ce que j'ai dit. Mais si. En réalité, vous êtes. Quand vous dites qu'il n'y a pas de pacte avec la nation, si vous avez vous une êtes filière... complètement complaisant. On va pas avoir le temps d'avancer. Mais regardez, je termine sur un point, pas sur les chiffres. S'il vous plaît. Quand vous dites qu'il n'y a pas de pacte de la nation, je vous dis s'il y a une filière nucléaire en France, c'est parce que les meilleures écoles d'ingénieurs, centrales, polytechniques, ont su finalement diriger leurs meilleurs ingénieurs vers EDF, malgré des rémunérations moindres. Allez, deuxième thème. Il faut avancer. Je suis désolée, on est obligé d'avancer. Je suis pas du tout d'accord, parce que celui qui va travailler dans une entreprise qui travaille dans le luxe, qui porte aussi les couleurs de la France, ou dans l'entreprise automobile, ou dans l'automobile, ou dans n'importe quel secteur, vous savez très bien qu'il porte aussi un certain pacte avec la nation. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait finalement des modes de calcul différents. Deuxième thème de ce match, le géant de l'automobile qui va émerger de la fusion entre Fiat et Chrysler. C'est aussi l'actu du jour. Ce sera 50-50. Le siège sera aux Pays-Bas. Carlos Tavares en sera le directeur général et le groupe deviendra le 4e plus grand constructeur automobile du monde avec 8,7 millions de véhicules vendus chaque année. Bonne ou mauvaise nouvelle, quelle réserve, quel garde-fou? Je vais vous poser la question. On va d'abord demander à Marie-Noëlle Lienemann, rattachée au groupe communiste, membre de la Commission des affaires économiques. Elle est en salle des conférences du Sénat. Avec vous, Alexandre Poussard. Marie-Noëlle Lienemann, ce mariage entre PSA et Fiat Chrysler, est-ce que c'est selon vous une belle union industrielle ? Écoutez, on est toujours un petit peu inquiet
parce qu'on a des mauvais souvenirs. Je me rappelle qu'on nous avait expliqué que General Electric et Alstom se mariaient à 50-50 et en fait on a vu que derrière la communication, les accords signés in fine avaient complètement lessivé Alstom par rapport à General Electric. Néanmoins, j'espère que tel n'est pas le cas dans cette affaire. Alors on voit bien qu'il y a effectivement un avantage industriel à être un peu plus puissant sur le marché mondial. Puis surtout, Peugeot avait beaucoup investi dans les technologies électriques, des voitures électriques, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Fiat Chrysler, et qu'avec l'ensemble des deux structures, ils peuvent valoriser et développer encore ces recherches vers les véhicules propres. Ça pourrait être une bonne idée. Simplement, une immense vigilance s'impose, et en particulier, il faut que les salariés aient leur mot à dire, puissent contrôler dans la durée comment tout ça va se passer, parce que le maintien des sites, la même chose, on va vous créer des emplois et autres, ça ne dure qu'un temps et encore parfois peu de temps. Donc maintenant, il faut qu'on soit d'une hyper-vigilance sur tout cela. Donc l'État doit demander des garanties plus fortes sur le maintien de l'emploi en France, comme ça avait été le cas avec General Electric, avec des sanctions si ce n'est pas Alors des sanctions, moi réalisé. je pense aussi que là, à la différence, l'État reste à travers la BPI partiellement actionnaire. À 12%. Donc ça, je pense que c'est plutôt sur les golden shares, sur la capacité de l'État, non pas à se mêler de tout, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais à être un actionnaire vigilant, capable d'enrayer une machine qui serait destructrice pour l'emploi et les capacités industrielles de la France. Ça, je crois que c'est un point majeur qu'il faut maintenant que l'État nous donne des garanties sur ce point. Alors le siège de ce fleuron français va être délocalisé aux Pays-Bas. Est-ce que cela vous inquiète ? Oui, parce que comme d'habitude, on a Airbus, je vous rappelle, EADS et tout ça, c'est la grande mode. On fait des on dit on va faire des fleurons français européens, et comme par hasard, ils ne sont jamais ni en France ni en Italie. Là, pour le coup, on aurait pu avoir un peu des deux. Donc oui, ça m'inquiète parce que le dumping fiscal continue son œuvre et je trouve ça très malsain. Alors, j'ose espérer quand même que Bercy a veillé à ce que les prix de transfert, c'est une technique qui fait que les bénéfices sont rapatriés au siège. Du coup, on paye. J'espère quand même que nos services veilleront à ce que la France ne soit pas spoliée dans ce mécanisme. Très bien. Donc l'État doit rester vigilant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Alexandre. Une réaction, François Calfon. Oui, vous savez, moi j'ai 50 ans. Quand j'étais gosse, j'ai toujours été passionné, comme plein de garçons et de filles aussi, par l'industrie automobile. On expliquait que Renault et Peugeot seraient au tapis. On est maintenant beaucoup plus tard, plus de 40 ans plus tard, on a deux groupes français. On nous expliquait qu'il y en avait un de trop. Et les deux, grâce aux alliances, vont être dans les numéros 4, dans les 4 plus gros groupes mondiaux. Donc vous dites bravo, pas spécialement attention. Non, je vais dire attention, mais d'abord c'est une bonne nouvelle. Parce que, y compris, on se souvient, après 2008, de la fragilité de Peugeot, de PSA, et l'État, il n'est pas historiquement au capital de 12 points. Marie-Noëlle Lienemann devrait se souvenir que c'est pas le précédent gouvernement et Arnaud Montebourg notamment qui a fait rentrer la BPI au cœur de la famille Peugeot, parce qu'il y avait des conflits d'actionnaires au sein de cette famille, qui a empêché le groupe de se développer. Bon, l'État est rentré au capital dans finalement une entrée offensive qui a permis à PSA de se développer dans une alliance à l'époque avec le chinois Dongfeng, et maintenant, après l'échec finalement, puisque ça aussi c'est le fruit de la crise de 2008, de la fusion entre Chrysler Fiat d'un côté et Renault, eh bien c'est de ce côté-là que se fait l'alliance. Les points de fragilité, on va tout de suite, bien sûr qu'il faut être vigilant sur l'emploi, on ne va pas dire le contraire. C'est ce que fait aussi le gouvernement. Voilà, même si en réalité, je sais que c'est écologiquement incorrect, mais les usines historiques de Sochaux, Montbéliard, tournent à plein régime, puisque les fameux crossovers SUV, comme vous voulez, qui sont très contestés, sont produits là-bas et fonctionnent plutôt bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, après ce type d'alliance, ça se fait aussi avec un Chrysler qui a été beaucoup fragilisé, qui est un Fiat qui est lui-même fragilisé. Peugeot a racheté Opel en Allemagne de l'Ouest, qui est un constructeur automobile qui ne fonctionne pas. Donc toutes les méga-alliances, toutes les méga-fusions ne fonctionnent pas. C'est ça plutôt pour moi le point de vigilance. Alors après, je peux répéter les éléments de langage de la direction qu'on a dans tous les journaux sur le fait qu'il faut la masse critique pour faire les investissements dans l'électrique. Oui, tout à fait. J'en suis d'accord. Mais vous voyez bien que même, on a le feuilleton Renault-Nissan, Samsung Motors, etc. Ça a coûté la tête d'un PDG. C'est compliqué, ces alliances-là. Donc c'est à la fois indispensable et porteur de risque
pas forcément les risques qui ont été identifiés par Marie-Noëlle Lienemann. Agnès Verdier-Molinier. Non, mais je crois qu'il faut se réjouir. Là, François a raison. On va arriver à un groupe qui va avoir 8,7 millions de véhicules. Voilà, enfin, c'est 4e mondial. Avec des points de vigilance. C'est formidable. Et on en avait parlé déjà sur ce plateau. Et on avait dit, au moment où Renault et Fiat avaient arrêté de discuter parce que justement Renault devait consolider l'alliance avec Nissan, hein, et bon, on se souvient, on avait dit à ce moment-là, oui, certainement, ils vont se tourner vers PSA. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce défaut d'investissement dans tout ce qui est électrique, hein, véhicules électriques. On sait que Fiat est en retard là-dessus. On sait qu'ils ont été obligés de faire des accords avec Tesla pour pouvoir avoir moins d'amendes sur les émanations de CO2, etc. Et que l'alliance avec PSA, qui a de son côté fait beaucoup plus de R&D, d'innovation dans le domaine, va pouvoir vraiment être très, très, très favorable en la matière. Donc c'est une très, très bonne nouvelle. De toute façon, il y aura encore des consolidations dans le secteur automobile. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ce besoin énorme de recherche et développement, d'innovation dans les prochaines années. Et parce que pour compter, il faut être peu ou prou autour de 10 millions de véhicules. Hein. Sinon, on ne compte pas. Donc PSA était trop petit en Europe en réalité. Hein. On avait avec PSA 3,9 millions de véhicules. Eh ben, ça ne suffisait pas pour compter à l'échelle internationale. Après, ce que dit Marie-Noëlle Lienemann sur la question du dumping fiscal, moi, ça me fait un peu sourire. Pourquoi ? Parce que la France est un enfer fiscal pour les entreprises. C'est clair. Hein, on l'a montré, nous, à la Fondation IFRAP. On a fait une étude. On a montré qu'il y a 100 milliards de trop d'impôts payés par nos entreprises par rapport à la zone euro. Hein. Bon, alors là, c'est les Pays-Bas. Mais bon, on sait aussi qu'ils ont une fiscalité assez attractive. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on va réfléchir à une fiscalité qui soit beaucoup plus incitative pour nos entreprises à rester en France. Alors là, c'est vrai qu'ils ont choisi les Pays-Bas pour une question aussi de neutralité entre la France et l'Italie. Bon, certes, mais il n'y a pas que ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise à un moment, au lieu de dire dumping fiscal, qu'on dise mais comment on fait, nous, pour les garder, pour attirer nos entreprises, nos meilleurs investisseurs, etc. Et je dois dire que pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. 3 remarques et après on passe au troisième extrêmement rapides. D'abord, l'alliance avec Chrysler, elle est assez utile si on en juge par la guerre commerciale. Si Trump est réélu, ce qui est rien n'est moins sûr, mais s'il l'est, c'est bien d'avoir une base industrielle réellement américaine et made in américain, c'est important. Deuxièmement, c'est quand même une résilience, ça a été dit sur le volume, mais c'est une résilience de PSA sur le mode de propulsion, parce que PSA, c'est quand même le lobby du diesel pendant plusieurs décennies. Donc c'est une bascule tout à fait importante. Et troisièmement, sur la question fiscale, moi, je n'aurais pas cette approche qui est celle d'Agnès, un peu revancharde. Je dirais simplement qu'avec la sortie probable de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, il va bien falloir qu'on arrive non pas à la concurrence fiscale entre États, mais à une convergence fiscale. Alors, là où peut-être pourra-t-on se retrouver, cette convergence fiscale ne se fera pas au niveau de fiscalité de la France. Ah, enfin vous atterrissez sur des propos oui, mais peut-être pas non plus au niveau de l'Irlande ou des Pays-Bas. Il me semble Rien que dans la moyenne, ce serait déjà 100 milliards de moins. Non, mais par ailleurs, je pense que tous les grands ensembles intégrés, finalement, commencent par être forts à l'extérieur plutôt que se faire la guerre à l'intérieur. Donc la convergence fiscale, elle est nécessaire en Europe et la convergence sociale aussi. Il faut bien se dire que nos boîtes du CAC 40, malheureusement... On ne va pas parler de l'assurance chômage, là. Je vous vois venir. Malheureusement, elles créent moins d'emplois en France que dans les pays étrangers. Et ça c'est un sujet. Comment faire pour que les emplois soient créés plus chez nous ? Et il faut bien à un moment aussi créer la valeur ajoutée en France. Allez, troisième thème de ce match, et je sais qu'il va vous intéresser, c'est effectivement la réforme de l'assurance chômage dont les effets concrets vont se faire sentir à partir de demain. Les réactions sont très virulentes du côté des agents de Pôle emploi et des syndicats. Laurent Berger, sur Public Sénat, n'a pas mâché ses mots. Muriel Pénicaud lui a répondu ce matin sur LCI. On les écoute tous les deux. Dès le départ, moi j'ai dit, la CFDT a dit, ça va être une tuerie, entre guillemets, excusez-moi ce terme un peu trivial. Nous nous battons contre la précarité. On investit 1 milliard d'euros pour l'insertion par l'économique des plus vulnérables. On est en train de former les jeunes pour qu'ils aient un emploi. On est en train de former les demandeurs d'emploi comme on n'a jamais fait. On rajoute des postes à Pôle emploi pour que les personnes soient mieux accompagnées. Donc notre but c'est l'emploi, plus d'emplois, moins de précarité. Et ce vocabulaire qui ne correspond pas à la réalité, moi, que j'observe sur le terrain, voilà, c'est sa liberté d'expression. Mais moi, je trouve que c'est un vocabulaire très excessif. Et ça commande déjà en plateau. Alors allez-y, Agnès Verdier-Molinier. Non, mais il y a énormément de choses dans cette réforme et on ne peut pas dire que tout est mal ou tout est bien. Voilà, c'est ça déjà la difficulté. Dans la nuance. Déjà, le premier sujet, c'était changer un peu les modes de calcul pour qu'on n'ait plus, ce qui avait un peu choqué tous les Français, des personnes qui sont indemnisées au chômage et qui vont toucher plus que ce qu'ils touchaient en travaillant. Donc ça, c'est vrai que c'est pas acceptable. Si
si on est dans un... C'est une infime minorité. Hein. Non, si on est dans un système... Je vais pas laisser ces balivernes s'imposer sur notre plateau. C'est pas une infime minorité, c'est 1 sur 5, c'est pas... C'est quand même pas 0. Et puis le sujet, c'était que le mode de calcul était quand même très favorable, c'est-à-dire qu'on calculait la moyenne que sur les jours travaillés. Donc là, on va calculer la moyenne sur l'ensemble des jours du mois, ce qui est quand même assez cohérent. Après, le choix qui a été fait sur la dégressivité juste pour les cadres, ça, c'est pas logique. Pourquoi ? Parce que quand on compare avec tous les pays qui nous entourent, certes, il y a de la dégressivité, souvent, mais elle est là, souvent au bout de 12 mois, et elle s'adresse à tout le monde. La question, pas seulement les plus aisés. Pas seulement les cadres. Et puis en plus... Ils ont plafonné les indemnités. C'est tout à fait cohérent. On peut très bien dire le pacte social, c'est de dire c'est 2 500 € maximum par mois. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais en revanche, pourquoi on ne plafonne pas les cotisations en face ? C'est-à-dire que nous, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des cadres qui vont cotiser jusqu'à 13 000 et quelques euros par mois, sauf qu'en face, ils vont se retrouver avec une dégressivité de 30% au bout de 7 mois. Alors que ce sont eux qui cotisent le plus et qui financent pour les autres parce qu'ils n'utilisent pas la totalité de leur cotisation. Par ailleurs, troisième sujet qui est important et qui n'a pas été évoqué par la ministre, sur les cadres, on ne fait que 220 millions d'euros d'économies par an. Mais alors, on va siphonner les cotisations par ailleurs de plus, de 400 millions d'euros par an, pour financer plus Pôle emploi, alors que l'État lui-même, dans le même moment, se désengage quasiment d'autant. C'est-à-dire qu'il dit, débrouillez-vous, financez un peu plus Pôle emploi, embauchez des gens en plus, mais financez-le sur les cotisations du secteur privé. Et moi, l'État, qui vous dit ce que vous devez faire, moi-même, je me retire de l'équivalent. Alors ça, c'est pas du tout acceptable. Donc il y a vraiment des choses positives et des choses plus négatives. Je pense qu'il aurait été meilleur qu'on se dise peut-être Pôle emploi ça marche pas si bien que ça, donc c'est peut-être pas la peine d'embaucher plus et peut-être qu'il y a d'autres alternatives possibles, par exemple régionaliser Pôle emploi, penser ça au niveau local, etc. Arrêter d'être toujours sur une vision hyper centralisée, dictée par l'État et financée par nos cotisations. Et de l'autre côté, peut-être se calquer sur les autres pays qui ont rendu dégressif pour tout le monde de manière homogène. C'est-à-dire que là, la difficulté, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas le même traitement pour les uns et pour les autres. Ceux qui vont faire peu d'heures par mois, ils vont être plus pénalisés, et ceux qui ont les plus hauts revenus vont être plus pénalisés. Alors, vous avertis, il nous reste 3 minutes. Parce que là, c'était un peu ma crainte. Moi, j'adore écouter, mais il faut que je puisse un peu dire. D'abord, non, mais c'est très simple. D'abord, est-ce que c'est un régime mal géré ? La réponse est non. C'est un régime bien géré. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des déficits, mais c'est contracyclique. À chaque fois que l'emploi a repris, je ne parle pas du chômage zéro, les comptes de l'UNEDIC ont été en positif. Donc c'est une espèce de réforme punitive de l'État. J'entendais Mme Pénicaud nous expliquer qu'elle va mettre un jour 1 milliard sur la table pour les plus pauvres, mais la réalité c'est qu'ils vont faire 4,5 milliards d'économies sur ce régime d'assurance chômage. Et le chiffre qui n'a pas été cité, mais qui va dans le droit fil de ce qui a été dit par Agnès Verdier-Molinier, c'est qu'il pique l'État 3 milliards d'euros par an. Donc ils sont en déficit. Si vous retirez ce qui pique pour financer Pôle emploi, alors que c'est un service public qui devrait être financé par l'État, on n'en serait pas là. La deuxième chose quand même, moi je pense aux gens, à partir de demain, 1er novembre, c'est la Toussaint, il y a 350 000 personnes qui sortent de l'indemnisation du chômage. C'est le plus grand plan social organisé par l'État. Et là, il n'y a pas les partenaires sociaux pour discuter. Les gens, du jour au lendemain, ils perdent leur indemnisation. Ils vont dans les minima sociaux, ils vont alimenter la pauvreté. Donc vous avez vu que les premières mesures sur les APL, les contrats jeunes et tout ça ont fait qu'en 2018, la pauvreté a augmenté. Eh bien, je vous fiche mon billet que la pauvreté va augmenter. La deuxième chose qui est tout à fait fondamentale sur la dégressivité, c'est que ça a été déjà expérimenté par l'UNEDIC et que ça a été arrêté parce que ça n'était pas efficace pour la reprise d'emploi. Là, c'est pour les cadres supérieurs. Et puis le dernier point de vigilance, puisqu'il doit me rester 30 secondes, que j'ai répété, mais qui est vraiment pour moi le scandale français, c'est le taux d'emploi des seniors, c'est la manière dont on les traite de façon indifférente. Alors oui, ils ont un peu plus de temps pour faire valoir leurs droits, ou en tout cas un peu plus de temps d'indemnisation, mais en gros, là encore, la bulle de tous ces seniors plein d'allant, plein d'envie, mais sans déboucher, va encore gonfler du fait de cette réforme qui est totalement inique et qui est, je ne sais plus quelle est l'expression, je m'en souviens, de Laurent Berger, une tuerie, une boucherie sociale. Non, mais alors, j'ai l'impression que François oublie deux choses. En 2019, on va avoir 1,8 milliard de déficit de l'UNEDIC quand même, donc cette année. Oui, donc dire que c'est hyper bien géré, qu'il n'y a pas de problème de déficit et tout, c'est un petit peu caricatural. Et en plus, on a une dette de 37 milliards. Pour l'assurance chômage. Et l'assurance chômage, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas un investissement pour l'avenir. On peut pas dire. C'est une assurance personnelle. C'est une assurance, c'est jamais un investissement pour l'avenir. On ne peut pas dire que ça doit être payé par les générations futures. Enfin, c'est payé par les assurés. Donc, donner une clause. C'est pas l'État qui paye l'assurance chômage. Oui, c'est
nous-mêmes qui payons nos cotisations. Arrêter de financer Pôle emploi, ça je suis 100% d'accord. D'accord, c'est 3 milliards. C'est 3 milliards de moins par an. Donc vous dites 1,8 milliard de déficit. Avec ça, on est à l'équilibre. Et rendre obligatoire l'équilibre des comptes, c'était quelque chose qui était tout à fait cohérent. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été choisi par le gouvernement, parce qu'il y a toujours ce souci que l'État cotise le moins possible. Et en même temps... c'est pour ça que vous avez tort de dire que de prendre les éléments de langage du gouvernement sur le mode « il y en a qui touchent plus au chômage qu'en travaillant ». C'est une infime minorité. Et au nom de cette infime minorité, on fait un massacre inégalitaire pour des gens qui cotisent. Et un régime qui n'est pas subventionné, ce qui devrait être Sauf qu'en réalité, tous les pays qui ont réussi aussi à faire baisser leur taux de chômage, ils ont réformé leur modèle social et ils ont incité et exigé. C'est-à-dire l'incitation au retour à l'emploi. Et on verra si ça a été efficace. Merci à tous les deux. On aura l'occasion d'en reparler évidemment dans ce match des idées. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est le grand débat. On va prendre le temps de revenir sur ce plan gouvernemental pour venir en aide au département de la Seine-Saint-Denis. Édouard Philippe l'a annoncé lors d'un déplacement ce matin. Il était accompagné de 6 ministres, pas moins, pour détailler ces mesures. Pourquoi un tel dispositif? Pourquoi juste pour la Seine-Saint-Denis? Est-ce suffisant? On a une demi-heure pour se poser les bonnes questions sur ce plateau dans un instant. D'abord, retour sur cette visite très médiatisée avec Quentin Calmet et Jonathan Dupriez. La Seine-Saint-Denis est un département hors norme. C'est par ces mots qu'Édouard Philippe a introduit son plan pour le 93. Avec un constat dressé par le Premier ministre, il y a une défaillance des services de l'État dans ce territoire. Les services de l'État ont beaucoup de mal à attirer des fonctionnaires et beaucoup de mal à les retenir. On voit donc que là où le service public devrait en principe être le plus expérimenté, le plus aguerri, si vous me passez cette expression, il se révèle souvent le plus démuni et le moins expérimenté. Principale mesure annoncée pour renforcer l'attractivité du territoire, une prime pour les fonctionnaires d'un montant de 10 000 €. Elle sera versée à un agent public après 5 ans passés à travailler en Seine-Saint-Denis. Autre annonce, des renforts en personnel dans des secteurs clés avec 35 greffiers supplémentaires, 12 magistrats et 50 officiers de police judiciaire. Le gouvernement entend améliorer les moyens de la police et de la justice. Qu'il s'agisse de la délinquance du quotidien, de la lutte contre les stupéfiants, également d'ailleurs de la criminalité économique et financière. Bref, donc il y a des priorités de politique pénale qu'il faut afficher et forcément en face, il y a des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Pour les élus du département, venus écouter l'annonce de ces mesures, le pas franchi aujourd'hui par l'exécutif est significatif, même s'il faut rester vigilant. Non, il y a une chose importante, c'est que l'État reconnaît pour la première fois, et il faut lui rendre hommage au Premier ministre et aux 6 ministres qui sont venus, que l'État est défaillant en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas ce matin un solde de tout compte, parce que quand j'examine chacune des mesures, c'est le verre au tiers plein et au 2 tiers vide. Les emplois de magistrats et de greffiers, il faut voir ce qu'il y a de plus ou si c'est des annonces recyclées. Des élus qui promettent de suivre au plus près la mise en place de ce plan dans les prochains mois et qui s'avouent déçus des annonces en matière de moyens pour l'éducation nationale, un des angles morts, selon eux, de ce plan annoncé ce matin. Et avec nous pour ce grand débat, Philippe Dallier, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat, membre de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Sylvie Charrière, bienvenue, députée La République En Marche de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Myriam Derkaoui, bienvenue à vous également, vous êtes maire PCF d'Aubervilliers, vice-présidente du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et Yacine Lamaoui, bienvenue à vous également, vous êtes candidat investi par La République En Marche pour les élections municipales à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, et responsable national du programme Action Quartier. Merci à tous les 4 d'être ici. Je vais d'abord faire un tour de table assez général. Ce plan, ces 23 mesures pour la Seine-Saint-Denis. Philippe Dallier, ce que vous nous dites, bravo et seulement bravo. Non, je ne vais pas dire bravo et seulement bravo. Je vais vous dire d'abord ce que tous les parlementaires ont dit, de droite comme de gauche. Enfin, c'est la première fois qu'un gouvernement reconnaît la situation telle qu'elle est et qu'on sort du déni de réalité. La spécificité. Moi, ça fait 36 ans que je suis élu dans ce département. J'ai toujours eu le sentiment qu'on était dans le déni de réalité. Quand je dis on, je parle des services de l'État. Là, on a un Premier ministre qui dit « Ok, ce qu'a dit le rapport de nos collègues députés est exact. Il y a un écart terrible entre les moyens de l'État et la situation sur le terrain. » Donc ça, bravo au Premier ministre pour avoir acté cela et être venu. Après, qu'est-ce qu'on demande ? On demande que ce département revienne dans la norme. Et qu'est-ce que c'est que la norme ? C'est le problème de l'équité territoriale, de l'équité républicaine. On est un département hors norme avec des problèmes hors normes. Les moyens qui doivent être en face doivent être hors normes. Est-ce que les annonces permettent de revenir dans cette normalité ?
Il y a des choses intéressantes, on va en parler, mais à l'évidence, loin de là, pas encore. Et donc j'espère que c'est un premier pas, mais il va falloir effectivement rajouter des moyens pour qu'on revienne à cette équité républicaine à laquelle nous avons droit. Nous sommes des citoyens comme les autres dans ce département et nous avons le droit, effectivement, d'obtenir que les moyens de l'État soient à la hauteur de nos problèmes. Sylvie Charrière, on est encore loin du compte. C'est un peu ce que nous dit Philippe Dallier ce soir. Je veux dire, c'est quand même des mesures fortes, historiques, exceptionnelles, que cette prise de conscience, elle est quand même là. Donc je pense que l'État met des choses sur la table et qu'elles sont conséquentes. Donc on peut pas le négliger. Alors effectivement, tout ne va pas se régler d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de magie dans l'histoire. Il y a effectivement une dynamique territoriale aussi à recréer et surtout de l'humain à mettre sur la table. Et toutes les mesures qui sont mises en place, notamment cette fameuse prime de 10 000 euros, dont on parle beaucoup, qui va travailler sur une des grosses difficultés qu'on a dans ce département, c'est la problématique de l'attractivité. Et cette manque d'attractivité nous cause un tort phénoménal parce qu'effectivement, on n'arrive pas à attirer de la compétence, de l'expérience et qu'on se retrouve avec plein de jeunes de bonne volonté, mais qui sortent de concours et qui sont fragiles. Donc, qui manquent d'expérience. Donc c'est, je pense, la mesure phare, mais la mesure qui peut débloquer énormément de choses. Myriam Derkaoui. Bon, je pense que ce n'est pas la question de savoir si c'est bravo ou pas. C'est un Premier ministre, il fait son travail, il a une responsabilité au niveau de la France pour faire en sorte que l'État, non pas l'État plus fort en Seine-Saint-Denis, mais l'État tout court en Seine-Saint-Denis. Il faut que l'État revienne dans certains territoires de nos quartiers, de nos villes. Donc c'est un petit début. Je m'inscris en faux sur le fait qu'il n'y a pas de compétences et qu'il faut en apporter. Les compétences sont là. C'est un département où le potentiel est énorme. Bien sûr, la stigmatisation veut qu'on ne parle que de celles et ceux qui créent des difficultés et qui sont extrêmement minoritaires. On ne parle pas de tous ces jeunes qui se battent tous les jours pour étudier, pour avoir un stage, pour avoir une formation, pour accéder à l'emploi. Ils sont quand même plus de 20% au chômage. Alors qu'au niveau national, ils sont moins de 10%. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? En fait, on tombe à côté? Je dis qu'il y a des inégalités, que ces inégalités touchent plus ce département et cette population. C'est le constat qu'a fait ce gouvernement. Le département, non, il ne fait pas le constat qu'il y a des inégalités. Il fait le constat que c'est un département hors norme, a dit le Premier ministre. Nous, on ne veut pas être stigmatisés. On n'en peut plus de la Seine-Saint-Denis, il faut en parler de façon différente. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département du territoire français, de la République. On doit en parler comme tous les départements. Mais on doit nous donner les éléments qui font que depuis des décennies, dans ce département, les inégalités se sont creusées. Dire qu'il faut 10 000 euros pour rester, mais il y en a qui restent déjà. Il y a des enseignantes et des enseignants qui, tous les jours, se battent pour élever le niveau des enfants de la Seine-Saint-Denis, pour faire réussir les enfants de la Seine-Saint-Denis. Donc ils sont, et elles sont là, déjà, depuis longtemps. Mais il en manque plein. Donc la question, c'est comment on en attire. Il faut remplacer. Il faut il faut répondre au remplacement. Comment on répond au remplacement si on ne donne pas les moyens et les effectifs? C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien la question. Les moyens et les postes, ils sont là, mais ils ne sont pas pourvus. Mais les postes, ils sont là, ils ne sont pas pourvus. Si mes chers voisins veulent bien aussi m'écouter, comme je l'ai fait moi. Moi, ce que je veux dire, je suis très content, pour la simple et bonne raison que quand même, il y a des millions d'habitants dans le 93. C'est le département le plus pauvre de France quand même, l'un des plus pauvres en tout cas. Un département le plus jeune de France. Et c'est un département qui a une très grosse énergie en France. Et moi, je suis très ravi, parce que j'habite toujours dans ces quartiers. Je gère un programme où je sillonne plein de quartiers de France. Et je suis très ravi qu'un des gouvernements, en 50 ans d'existence de la politique de la ville, qui prend en compte ce qui se passe à l'échelle d'un département comme celui-ci. Oui, l'État est défaillant. L'État est défaillant, il l'a dit, il l'a acté. Alors que il y a eu une dizaine de plans en direction des banlieues depuis 40 ans. Il n'y a jamais eu une prise de conscience nette, sérieuse et honnête. Il y a eu un rapport parlementaire, il y a eu des mesures aujourd'hui. Et ces mesures-là, je pense,
Il le dit, l'État sera plus fort en 93 et il va accompagner toutes les mairies et les collectivités locales pour accompagner cette transformation-là du 93. On va justement rentrer un tout petit peu dans le détail. Un des problèmes majeurs rencontrés en Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, c'est l'absentéisme des professeurs. 35% des enseignants du primaire restent là-bas moins de 2 ans. Il y a quelques mois, Public Sénat a suivi le déplacement de plusieurs parlementaires, dont vous, Philippe Dallier. Notre journaliste Cécile Sixou a notamment filmé une scène où un parent vous fait part des conséquences pour les élèves. C'est un extrait de Mon département va craquer. Je voudrais qu'on regarde cet extrait. Vous avez le bulletin d'une classe de 4e avec les disciplines. Donc enseignement de techno, il n'y a pas de notes. Enseignement éducation musicale, il n'y a pas de notes. Et ça va rester sur le bulletin scolaire des gamins parce que c'est dans leur dossier scolaire, quoi. Et là, ils vont traîner ça pendant toute la scolarité, d'accord. Et le problème est le suivant, c'est que là, la classe que je vous montre, par exemple, c'est une des meilleures classes de Courbet. D'accord ? Donc ça veut dire que même si nos gamins ils travaillent, même quand on a des bonnes classes, ils sont pénalisés parce qu'effectivement pendant un trimestre ils n'ont pas eu d'enseignement, quoi. Et c'est là quelle est la discrimination. Voilà, donc c'est une scène très concrète. Philippe Dallier, cette prime de fidélisation de 10 000 € au bout de 5 ans en Seine-Saint-Denis, effective pour vous, c'est une solution à oui, c'est une bonne solution. Maintenant, il faut trouver le vivier. On a un problème d'absentéisme qui est, là aussi, hors norme. Il y a parfois des postes ouverts, mais les postes ne sont pas occupés. Donc on a un problème d'attractivité. Alors effectivement, il faut arriver à fidéliser un certain nombre d'agents de l'État, et notamment dans l'éducation nationale. Mais il faut aussi peut-être repenser la manière dont les concours sont organisés. Parce que je rappelle qu'à l'époque, ça m'avait scandalisé. Pour la Seine-Saint-Denis, on a organisé pour les enseignants un 2e concours qui passe après tous les autres concours ailleurs dans les régions, pour que ceux qui ont échoué ailleurs puissent venir passer le concours en Seine-Saint-Denis. Eh oui, c'est ce que le gouvernement sous Hollande a fait. C'est effrayant de faire des choses comme ça. Donc on a un problème d'attractivité, effectivement, et cette prime de 10 000 €, elle est la bienvenue. Mais pour dire à Myriam Derkaoui que oui, il y a des gens formidables dans nos écoles. Oui, ils font un boulot formidable. Mais il faut pas, ça suffit pas de dire ça. C'est-à-dire qu'on a des besoins en termes de postes à ouvrir. Ça aussi, c'est une nécessité, et il faut le dire et le répéter. C'est vrai dans l'éducation nationale, et on pourra parler de l'accompagnement des communes, parce que c'est là où le plan pêche. On nous annonce 20 millions sur 10 ans. Avec 20 millions, on ouvre une école maternelle. Ça veut dire une école maternelle en 20 ans pour ce département. C'est pas possible. Après, monsieur on a une démographie. On a une démographie qui explose. Toutes les communes, et on nous demande de construire. Toutes les communes construisent. Il y a des centaines de logements qui sortent. Les communes vont devoir construire les établissements scolaires. Il faut les moyens pour ça. Sylvie Charrière, après je voudrais qu'on regarde un autre extrait. Je voulais réagir aussi sur la mesure du pré-recrutement. Parce que ça, c'est une très bonne mesure. On est d'accord. Parce qu'effectivement, pré-recruter des étudiants qui se destinent à la carrière d'enseignant, leur permettre d'avoir un petit financement. Ça, c'est une réponse à ce qu'on Et ça, c'est une très bonne réponse, parce que du coup, ce sont des jeunes du cru qui ne seront pas partis au bout de 5 ans. Parce qu'effectivement, on risque quand même d'avoir aussi une espèce d'effet d'aubaine, et qu'au bout des 5 ans, les gens s'en aillent quand même. Donc, cette mesure aussi du pré-recrutement pour les enseignants. Non, mais la prime et ça, très bonne mesure. On est d'accord. Alors, je voudrais qu'on regarde peut-être une autre séquence du reportage de notre journaliste Cécile Sixou, cette fois sur les problèmes liés à la justice. Vous aurez l'occasion de toute façon de répondre aux 2 sujets. La justice et le manque de greffiers. Regardez. C'est connu, hein, un juge sans greffier ne sert à rien. Et donc, effectivement, normalement, les greffiers sont censés assister à l'ensemble des audiences, y compris les audiences d'assistance éducative. Et actuellement, à Bobigny, les greffiers n'assistent pas aux audiences d'assistance éducative, puisque ils ont un certain nombre de tâches à accomplir et ils n'ont pas matériellement le temps d'assister à ces audiences. Donc Myriam Derkaoui, on vient de voir un sujet autour des profs, de l'enseignement, un sujet autour de la justice, et le plan du gouvernement va créer 35 postes de greffiers et 12 postes de magistrats. Est-ce que pour vous, la réponse est là et elle est suffisante? Si vous permettez, je reviens sur les enseignants. Bien sûr. Non. Parce qu'en tant que maire, bien évidemment, j'ai 10 000 élèves en maternelle et élémentaire. Donc quand on dit il n'y a pas d'attractivité, il faut réunir les conditions de travail pour les enseignants et les enseignantes. L'attractivité, elle vient du fait que quand vous arrivez dans un établissement, vous vous dites je suis respecté dans ma fonction. Je suis dans une gestion qui respecte ma fonction. On assiste quand même, ce n'est pas M. Édouard Philippe tout seul qui est responsable de cette situation, mais on est dans un pays où tous les 2 ans, il y a une réforme. Chaque fois que quelqu'un vient, comme ministre de l'Éducation nationale, il a une réforme. C'est le chamboule-tout permanent.
pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les collectivités. Quand vous dites ça, on pense au dédoublement des CP, dédoublement de classe, au rythme scolaire, au change de manuel, etc. Comment voulez-vous venir travailler dans un département où il faut un plan de rattrapage? Je signale que depuis 1997, le plan de rattrapage n'est toujours pas au niveau du droit commun par rapport aux autres départements. Comment voulez-vous, quand vous êtes jeune, que vous pouvez travailler dans d'autres départements, venir en Seine-Saint-Denis? Et ils viennent, mais il faut faire en sorte qu'ils restent. C'est les conditions de travail qui font qu'ils partent. Ce n'est pas le fait que ce soit la Seine-Saint-Denis qui fait qu'ils ne viennent pas. Je ne serai pas d'accord. Vous êtes pour la prime? La prime, vous êtes pour qu'il reste? Moi, je fais partie des gens qui pensent que ce qui fait respecter la dignité humaine, c'est le droit. Seulement le droit. C'est-à-dire ce qui vous est dû. Vous êtes enseignant, vous avez passé un concours, vous avez un salaire. Il faut dégeler l'indice des fonctionnaires, le point indiciaire des fonctionnaires. C'est quand même une revendication qui concerne le gouvernement, qui concerne les enseignants, mais qui concerne la fonction publique de façon générale. Donc il faut leur donner un salaire digne. Je crois que là, vous n'avez pas assez saisi la séquence. C'est qu'il y a un fort décalage en matière de République et de droit entre le 93 et la centaine d'autres départements. Vous savez, le gouvernement aujourd'hui a dit il y a une défaillance, il y a une rupture d'égalité et on va la mettre, on va matérialiser par des mesures. On est là pour commencer le rattrapage, c'est honnête de leur part. On vous donne une prime, monsieur, pour l'école. Sur 5 ans, on n'est pas dupes. Bien sûr, Édouard Philippe est justement, Premier j'y viens ministre sur ça. aujourd'hui, en 2022, je ne sais pas qui le sera. Mais madame, quand vous avez beaucoup de êtes un considérations salarié, politiciennes. Je veux dire, justement pour les professeurs. C'est un salaire. Justement, c'est pour ça que. Non, mais on le dit à l'endroit du quartier. Je rappelle juste qu'il y a quand même la primerait plus, qui n'est pas négligeable, 3 000 €. Après, je rappelle juste que quand, moi qui étais principale de collège, quand je voyais arriver plein de jeunes de province, mais ces jeunes qui arrivaient avec leurs valises de Toulouse, de Bordeaux, etc., bien évidemment, leurs racines, elles n'étaient pas en Seine-Saint-Denis. Donc je pense vraiment, et je réinsiste sur cette mesure du pré-recrutement, je veux dire, tout le monde n'a pas vocation à rester dans l'Île-de-France. Il faut vraiment que... Là, sur sa table, franchement, sur sa table, il faut qu'on soit extrêmement humble sur la question des banlieues. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas trouvé de solution miracle. Donc il n'y en a pas un ici, ni de droite, ni de gauche, qui va dire on a bien fait ou bien fait. Il y a eu des belles choses, il y a eu des choses discutables et des choses mauvaises. Ce gouvernement-là, depuis 2 ans et demi, c'est inédit, il a dit une rupture d'égalité républicaine. C'est pour ça qu'à court terme, on vous prend tous au défi, chiche, on y va ensemble. En matière éducative, il a dit, on est sous-doté. Donc il faut faciliter le recrutement. Il y a une réflexion en cours chez M. Blanquer pour la formation des enseignants. Il y a quand même le dédoublement des classes, il y a quand même des primes pour les enseignants. Et puis, la cité éducative, c'est la mise en synergie de tous les acteurs locaux des territoires pour faire réussir les gamins. Sur la justice, le tribunal de Bobigny est l'un des plus actifs de France, c'est vrai, c'est honteux qu'il n'a pas été assez bien doté. On va le rénover sur quelques années, effectivement. Donc là, on met des greffiers. Postes de greffiers, 12 postes. Mais je trouve que c'est honnête. On est nul, on est mauvais, on est moyen et on met des moyens à court terme. Après, je sais bien, M. Dallier, il faut continuer à suivre la chose, il faut réajuster les recrutements, bien sûr. Mais c'est l'état d'esprit qui compte. Est-ce que vous pouvez ce gouvernement-là dit qu'on a la Seine-Saint-Denis, parce que le tribunal d'Aubervilliers est resté fermé plusieurs mois parce qu'il manquait des greffiers. Il y avait des postes. Justement, le gouvernement a dit il manque, il n'y avait pas de recrutement du fait de postes budgétaires. Le tribunal d'instance et le résultat, c'est quoi, Madame le maire, qui concerne 5 communes était resté fermé. Et le résultat, 35 greffiers aujourd'hui. C'est normal dans un département comme la Seine-Saint-Denis, parce que dans d'autres départements, on ne fait pas forcément cela, qu'on doive passer par la mobilisation des parlementaires, par les pétitions, par les interpellations des uns et des autres pour ouvrir simplement un tribunal. Et Madame la maire, c'était quand on dit de droit commun. Il y a un effort de fait, mais je reviens à ce que je disais au départ. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir dans ce qu'on appelle l'équité républicaine. Quel problème avez-vous? Quels moyens sont là? Tribunal d'Aubigny, 2e juridiction de France après Paris. Département, le taux de criminalité le plus élevé de France. Avant les 12 postes de magistrats qui sont déjà là, l'annonce, ça n'est que la pérennisation. On était le département où le taux de magistrats par habitant était le plus faible de France. Donc même avec les 12 magistrats supplémentaires qui sont déjà là, on n'est pas au niveau. Les greffiers, 35, c'est bien. Je ne sais pas où on va les asseoir s'ils arrivaient demain. On va agrandir le tribunal, c'est bien. Mais encore une fois, je salue l'effort, mais nous sommes encore très loin de ce qu'il faudrait pour que l'équité républicaine soit en place. Et quand on parlera, j'espère, des effectifs de police,
Alors là, c'est pas un fossé qu'il y a, c'est un écart encore gigantesque. Mais il y a une autre question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi un plan pour la Seine-Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis seulement? C'est une question qu'on a pu entendre aujourd'hui. Faut-il le même genre de plan pour d'autres départements en souffrance eux aussi, en manque de moyens aussi? Je vais vous interroger sur ce point dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Rachid Temal. Le sénateur est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Rachid Temal, dans votre département, le Val d'Oise, il y a aussi des territoires en difficulté. Finalement, aujourd'hui, les habitants du Val d'Oise peuvent se dire pourquoi pas nous? Mais d'abord, il faut dire que ce plan est un plan en trompe-l'œil. Il a l'impression d'un plan, il a la saveur d'un plan, mais ce n'est pas un plan. Ce que demandent les banlieues, moi je suis élu de banlieue, ils ne demandent pas un plan, ils demandent d'abord et avant tout l'égalité républicaine. La République dans le Val d'Oise, partout dans les départements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils constatent? C'est qu'il y a moins de services, moins de moyens. En Seine-Saint-Denis comme dans le Val d'Oise, sur les forces de police, dans l'école, sur les transports, dans le logement. Nous demandons la même chose que toute la France, les mêmes moyens. Donc ce n'est pas l'aumône que nous demandons, c'est l'égalité républicaine dans tous les territoires, dans le Val d'Oise, comme dans la Seine-Saint-Denis ou comme partout ailleurs dans la France. Et donc ce plan, selon vous, c'est l'aumône, c'est juste des mesurettes? Mais bien sûr, ce sont des mesurettes et n'importe pas aux problématiques. Sur l'école, quelles sont les mesures? Sur le logement, quelles sont les mesures? Sur les transports, quelles sont les mesures? Alors on nous annonce une prime. Une prime, et moi, je considère qu'un fonctionnaire, ce qu'il faut d'abord, c'est peut-être envoyer des fonctionnaires expérimentés et en nombre, et que dans leur traitement au quotidien, il y ait des moyens. Parce que vous leur dites, dans X années, vous aurez droit à quelque chose. Mais pourquoi pas au quotidien, si on estime que leur travail est essentiel, ce que j'estime. Vous voyez, il n'y a pas de mesure essentielle. Alors, il faudra prendre ce qu'il y a. Mais je demande, encore une fois, l'égalité républicaine dans tout le territoire. D'ailleurs, les banlieues, pas que les banlieues, parce que quand vous êtes dans un département rural, aujourd'hui, vous avez les mêmes types de problématiques. Donc le gouvernement ne répond pas à la fracture territoriale, à la fracture sociale qui fracture notre pays aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le gouvernement a les moyens d'appliquer un tel plan dans d'autres territoires en difficulté? Mais voyez-vous, le gouvernement avait mandaté M. Borloo, qui a fait un plan qui a été enterré. Mais par contre, le gouvernement continue, lui, à faire des cadeaux fiscaux. C'est une question de priorité. Je ne dis pas que ce gouvernement-là est responsable. Je ne dis pas que ce gouvernement-là peut, en un claquement de doigts, changer la situation. Je dis qu'il peut mettre en place une politique sérieusement, dans la durée, en profondeur, avec les élus. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix qui a été fait. C'est une tournée, comme bien souvent des élus font en banlieue, en pensant comme ça, ils auraient parlé aux gens. Ce n'est pas le cas et ça ne répond pas, encore une fois, à la vie quotidienne des Franciliens et notamment des Val-d'Oisiens ou d'autres départements. Très bien. Merci beaucoup, Rachid Temal, pour votre réaction. Merci Alexandre. Une réaction à Sylvie Charia? Il y a beaucoup de choses. Alors moi, je voudrais tout de suite revenir sur l'éducation. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont été interviewés aujourd'hui qui disent qu'il n'y a rien sur l'éducation. Mais sur l'éducation, il y a déjà tellement énormément de choses dont bénéficie ce département. Enfin, tout ce qui est déjà les dédoublements. Comme on est beaucoup identifié en REP+, on a quand même, par exemple, sur ces dédoublements, 10% des jeunes, des 300 000 jeunes concernés par le dédoublement CP-CE1, 10% ce sont des jeunes de Seine-Saint-Denis. Donc comme on est beaucoup estampillé avec le label REP+, on bénéficie d'énormément de mesures. On a beaucoup parlé de l'éducation. Sur les cités éducatives, c'est pareil. 80 cités éducatives, il y en a quand même 6 en Seine-Saint-Denis. Donc il y a énormément déjà de mesures structurelles concernant l'éducation. D'où la question, et les autres? Yacine Lamaoui, peut-être, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et les autres? Il y a déjà un petit point à préciser auprès de monsieur le sénateur. On entend toujours la même sémantique à l'endroit des habitants de banlieue. On demande, on réclame, on quémande. Il faut arrêter de dire ça. Moi, je passe très peu dans les plateaux de télévision, j'en profite. On demande rien. Je le dis, les habitants de quartiers populaires ne demandent rien. Ils estiment juste qu'ils se sentent que l'État et les pouvoirs publics est à découvert, comme un découvert bancaire, à l'endroit des habitants de banlieue. L'habitant de banlieue se lève tôt le matin. C'est pas de sa faute si le train est en retard ou supprimé. Après, il va au travail. C'est pas de sa faute s'il est mal payé ou pas. Et c'est pas de sa faute si il y a certains qui foutent le bazar en bas des tours. C'est pas de sa faute tout ça. En globalité, ils veulent de la sécurité et du respect et de la considération. Donc, d'abord, le logiciel. Il faut que ici, à Paris, les institutions respectent les habitants de banlieue. On demande rien, ils demandent de la considération et c'est des Français à part entière. Deuxièmement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxièmement, l'État doit reconnaître cet ordre. Il l'a fait un peu aujourd'hui. Il y a un phénomène de rattrapage. Et troisièmement, c'est l'opérationnel. C'est quoi le muscle un peu de ce programme d'aujourd'hui? C'est la ressource humaine. On dit qu'il manque de la ressource humaine dans ce département. On va pallier d'abord et ensuite on suit avec les élus locaux, etc. Et on promet par donc philosophie aujourd'hui opérationnelle. Plus de policiers et de vidéosurveillance. Voilà. Peut-être Myriam Darkaoui. Non mais simplement, les habitants ne demandent rien, mais les habitants se battent. Ils se mobilisent. D'ailleurs, il y avait un sénateur honoraire ici, Jacques Ralit, qui disait toujours la banlieue ne se plaint pas, elle porte plainte.
Parce que cela fait longtemps que les banlieues, effectivement, ce n'est pas ce gouvernement qui va tout résoudre, mais un gouvernement doit avoir quand même une vision globale d'un territoire. Pas seulement la Seine-Saint-Denis. Effectivement, l'égalité, c'est entre tous les territoires. Il y a aussi les zones rurales, qui disent le désert médical, tout ce dont on souffre dans les villes de banlieue, les services publics qui ferment, qu'on a du mal parfois à garder. Nous, la sécurité sociale à Aubervilliers, elle est là depuis la Libération. Là, elle décide de partir. Ce n'est pas la faute de M. Édouard Philippe en tant que tel. Mais l'État, est-ce qu'il est présent pour parler à des organismes, à des instances, pour leur dire l'égalité, c'est qu'on n'a pas besoin de vous courir après, parce que monsieur disait, il ne demande rien, ils se battent. Parce que quand vous parlez des REP+, madame, quand vous parlez des REP+, parfois ça ne vient pas comme ça. Il faut se mobiliser pour faire reconnaître des établissements en REP+. Nous, à Aubervilliers, c'était des mobilisations permanentes. Tous les ans, il fallait dire, mais vous habitez telle rue, quelqu'un habite en face, vous êtes en REP+, c'est les mêmes populations. Là, il est Madame le maire, il y a un sujet précis. Eh bien, non, parce que regardez, pour aller défendre les droits des gens. Philippe Dallier, s'il vous plaît. Vous dites qu'on ne demande rien, mais bien sûr qu'on demande. Et c'est plus qu'on demande, on exige. Les moyens. On exige l'égalité républicaine, ou plutôt l'équité républicaine. L'équité. Les gens qui habitent dans ce département voudraient bien que lorsqu'ils appellent le commissariat, on ne leur réponde pas « il n'y a pas de voiture » pour venir traiter votre problème. Quand les gens disent « il n'y a pas de prof dans la classe de mon gamin parce qu'effectivement il est malade, il n'y a pas de remplaçant », on veut effectivement qu'il y ait des remplaçants. Mais c'est ce que d'autres départements, c'était aussi un peu le sens Écoutez, de on ne va pas opposer les territoires, la ruralité, aux banlieues, etc. Trop souvent, certains jouent là-dessus justement pour dire « écoutez, la banlieue, foutez-nous la paix, vous en avez déjà beaucoup reçu, ça j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. » Donc on ne va pas opposer les territoires. Mais il y a au moins un point qui est acquis, et le Premier ministre l'a redit. Il n'y a rien qui ressemble à la Seine-Saint-Denis en France. Rien. Tout est hors norme. Donc ça nécessite le problème, un plan c'est spécifique. à l'échelle d'1,6 million, 7 ou peut-être même de 2 millions d'habitants, on n'en sait même rien. On a des problèmes qui concernent les 40 communes de ce département, pas seulement les quartiers en grande difficulté. Donc on a besoin effectivement de moyens exceptionnels, de dispositifs exceptionnels et probablement, il faudra y venir, de mesures dérogatoires au regard de la loi, parce qu'on ne peut pas toujours appliquer dans la Creuse et en Seine-Saint-Denis les mêmes solutions, les mêmes méthodes et parfois la même réglementation. Donc oui, ce département, il est hors norme et il nous faut des solutions hors normes. Alors là, on a un début, je salue en fait la démarche. Maintenant, je dis seulement que entre l'égalité républicaine et ce qu'on nous a annoncé, il y a encore beaucoup à faire et j'espère qu'on le fera. Après, moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai participé au groupe de travail qui avait été proposé. Il y a eu des groupes de travail sur la police, la justice, l'éducation et l'attractivité. Donc, il y avait des élus. Moi, j'ai rencontré des maires, et le maire de Bobigny, il y avait d'autres maires qui étaient là, autour de la table. Et je peux dire que les préconisations, les propositions qui sont sorties de ces groupes de travail qui incluaient effectivement des personnes, des inspecteurs d'académie pour l'éducation, enfin des personnes ressources côté État, les mesures, elles sont là. C'est-à-dire qu'elles ne sortent pas d'une tête technocratique hors sol, elles sont pragmatiques. Et je suis persuadée que si vous interviewez des élus locaux qui sont venus autour de ces groupes de travail, la mesure de l'attractivité et de la prime de fidélisation, elle est sortie de ces groupes. Le travail sur les logements prioritaires. La méthode de la concertation et du dialogue. Tout à fait. Qui a payé cette fois. Non, mais le meilleur du travail des élus locaux, c'est le terrain. Mais c'est connaître sa population et travailler tous les jours, avec les associations. Parce qu'un groupe de travail. J'ai participé à un groupe de travail qu'on a choisi sur la question de santé, parce que chacun devait participer à un groupe de travail. On n'est pas là pour parler du groupe de travail, on est là pour parler du plan. Sur ce plan ? Du plan. Le groupe de travail était en amont du plan. Des mesures spécifiques. Excusez-moi, je termine juste ma phrase. Je dis simplement que si ça continue comme ça, eh bien, dans 2 ans, 3 ans, on y sera encore avec d'autres mesures spécifiques. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce que disait le sénateur Dallier, c'est l'égalité républicaine. Il faut remonter des fleuves pour arriver à l'égalité républicaine entre le département de la Seine-Saint-Denis. Donc que pensez-vous de cette aide à l'installation des médecins en prenant en charge jusqu'à 100% de leurs investissements ? C'est ce qui sort du plan du jour. On est dans la même situation. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, former déjà plus de médecins. Mais vous saluez cette mesure ? Une aide à l'installation. Mais c'est une revendication. Non, je ne salue pas. Quelqu'un qui fait juste son travail. Excusez-moi, je ne suis pas là pour saluer qui que ce soit. Des gens font leur travail, qu'ils soient élus, donc le médecin qui vient chez vous, sénateurs. Vous lui direz, c'est pas bien les milliers d'euros pour le local, pour la lumière, pour l'IRM. Je parle de gens qui prennent des mesures qui concernent le destin des gens.
Là, on est en train de parler de la vie des gens. Exactement. Quand il faut faire la queue sans arrêt dans les centres de santé municipaux, parce que sans les collectivités, sans l'aide de l'ARS, ça ne fonctionne pas. L'aide de l'État, je parle de façon générale sur la santé publique. Il y a un gros travail à mener, et donc ce gros travail, il faut remonter la pente d'avoir plus de médecins dans certaines localités, comme les nôtres, comme les zones rurales, puisque tout le monde en parle, il nous reste une minute, du désert médical. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est, d'ailleurs, plusieurs maires de Seine-Saint-Denis à avoir mené une action contre l'État pour dire nous voulons des évaluations des politiques publiques. Nous voulons en santé publique savoir qui a plus que l'autre à taille égale. C'est tout. Je rebondis sur ce qu'a dit la maire. Les élus, effectivement, ont fait des actions pour porter plainte contre l'État. L'État a entendu avec ces mesures d'urgence-là. Il a dit il y a une défaillance. Il a dit égalité républicaine. Et il a dit apport de ressources humaines dans diverses... parole du gouvernement, non, pas du tout. Je dis juste que je salue... Non, pas du tout. Non, je suis cadre de la République En Marche, en charge du programme stratégique Action Quartier. Donc je sillonne des centaines de quartiers en France. Je dis simplement qu'il y a un état de fait. C'est inédit qu'un gouvernement reconnaisse qu'il y a une défaillance. Et c'est inédit qu'ils viennent avec une vingtaine de mesures en aval de groupes de travail. Ça va dans le bon sens. Ça suffit pas. Monsieur Cazeneuve va et on continue le travail. Et quand je disais que les gens, c'est la philosophie, c'est que quand je disais ils demandent rien, c'est pas ça, ils demandent pas l'aumône. Ils disent juste que la loi va s'appliquer à leur endroit. Après, on a demandé un comité de suivi, donc on suivra le déploiement de ces mesures et on verra si effectivement il faut aller plus loin dans certains domaines. Très belle phrase de conclusion. On suivra, et nous aussi sur Public Sénat, on le suivra. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé à ce grand débat. Lundi, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité sera Geoffroy Didier, eurodéputé LR. Très bonne soirée sur Public Sénat.